Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, épisode. Encore une fois, ça m'est sorti de la tête, mais vous m'en voudrez pas. Je tiens à vous remercier en ce début d'émission pour tous les bons retours que vous m'avez donnés sur la dernière et globalement sur cette saison de l'émission qui apparemment vous fait pas mal plaisir. Moi aussi, j'y prends beaucoup de plaisir à la faire, tant au niveau des invités que de la qualité des émissions. D'ailleurs, vous voyez encore une fois qu'on est retourné au sous-sol. Voilà, ce n'est plus le décor un peu habituel qu'il y avait au premier étage, même si vous ne visualisez pas exactement le bâtiment. Je vous le dis, je préfère un petit peu ce plateau. La semaine dernière, c'était avec Bob Lennon, c'était lourd. Et j'en avais profité pour vous annoncer également les invités des prochaines semaines. Avant d'introduire celui d'aujourd'hui, je vais vous rappeler que la semaine prochaine, je reçois messieurs Chips et Noix. Dans 2 semaines chez Chounet et dans 3 semaines, monsieur Mehdi Maizi. Mais avant de recevoir ces personnes-là, il y a aujourd'hui une personne qui se soumet au grand test de l'interview de Zach en roue libre. C'est une personne qui a quasiment accepté de venir que chez moi et pour ça, j'en suis très honoré. Monsieur Sébastien Abdelhamid, bonjour. Bonjour, je te fais une poignée de main comme si on ne s'était pas vu avant. Pas de soucis, tu vas bien ? Ouais, ça va super bien. Je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Et tu as raison, c'est une des seules émissions où j'ai dit que j'irais et j'ai refusé beaucoup de choses. Pas pour vous faire genre le mec qui se la raconte, mais c'est que voilà, je suis très content d'être là. Non, quand tu m'as dit ça m'a fait plaisir, sincèrement. C'est forcément un honneur parce que tu es quelqu'un qui a fait pas mal de choses. On aura de toute façon le temps de le voir tout le long de cette émission, mais c'est quelque chose qui touche un petit peu au cœur quand on voit que, tiens, je suis prêt à parler, mais chez toi, pas forcément chez les autres. C'est réellement un honneur, tu vois. On a l'impression de faire quelque chose de bien. Et c'est le cas, c'est le cas. Ce qu'on essaye de faire. Ouais, non, mais enfin, je suis très transparent avec toi et avec les gens. Hein. J'ai pas mal de demandes, d'interviews, etc. Je refuse systématiquement quasiment tout. J'aime pas, parler de moi, et j'ai un petit peu cette problématique je préfère raconter des histoires, mais pas les miennes. C'est-à-dire raconter l'histoire des gens, faire parler les gens, partager quelque chose par ce biais-là. Et il y a des choses, parfois, je doute des intentions, en fait, derrière. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de transmettre ce que je suis réellement. Bien sûr. Et pas avoir une vision... une vision tronquée, biaisée de ce que je peux dire ou de ce que je peux être. Et je savais qu'en venant chez toi, on se connaît un petit peu, mais pas non plus de ouf, mais on se connaît quand même un petit peu. Je savais que c'était un endroit où je serais bien. Et je regarde les autres émissions et j'aime beaucoup. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est que j'ai un fils qui a 16 ans. Ouais. Et mon fils m'a dit plusieurs fois, j'espère que tu iras dans l'émission de Zach, j'espère que tu feras Zach en roue libre et tout, parce que il faut que tu parles de certaines choses, etc. Ça serait un bon endroit pour. Ça fait super plaisir. Dédicace à lui, je me permets. Non, il n'y a pas de souci, il s'appelle Abdallah, voilà. Dédicace à lui. Hamza, c'est ça ? Ouais. Dédicace à Hamza. Alors, du coup, je voulais pas dire de bêtises. Tu vois. On est ensemble, frérot. Il n'y a pas de souci. Ça va, tu vas bien ? Ouais, alhamdoulilah, ça va très bien. Tu t'es bien réveillé tout ça ? Je suis bien réveillé, je suis en forme, je suis super content d'être là. Ça fait quelques semaines qu'on a prévu ça. Non, vraiment, je suis content d'être là. Je suis content de te voir. Et je suis content de pouvoir partager avec les gens. Comment se passe ce début d'année 2020 ? Écoute, chargé. Chargé, t'as beaucoup de choses. Chargé. Mais cool, vraiment cool. J'ai vu que tu faisais vraiment beaucoup d'émissions en ce moment, notamment sur Click. Ouais, Click. On va y revenir après, mais voilà. J'ai vu qu'en ce moment... On charbonne bien. On a une émission par semaine, à 52 minutes, et qui s'appelle Dans la légende, et vraiment, c'est très, très cool. La dernière était sur GTA, si je dis pas de GTA, exactement, ouais, GTA. Et en fait, en gros, le principe, c'est on revient sur quelque chose qui a marqué la pop culture à travers les générations. Donc on a fait Dragon Ball, One Piece, GTA, après on a des choses un petit peu plus pointues, John Carpenter, The Wire, Soprano, enfin bref, plein de sujets. Je prends un plaisir de ouf. Vous aviez même fait une émission sur Jojo Bizarre. Exactement, on a fait une émission sur Jojo Bizarre Adventure. En fait, le but, c'est vraiment, moi, de parler de ce que j'aime et de pouvoir le faire partager aux gens avec un plateau composé... soit d'experts, soit de mecs vraiment pointus. On essaye aussi d'avoir des gens qui sont pas forcément mis en avant, c'est-à-dire que des gens qu'on voit pas forcément ni à la télé, ni sur YouTube, etc. Et de les mettre sur le devant de la scène parce qu'ils ont des propos et des trucs super cool à raconter. Donc c'est très très cool. C'est important pour toi, je suppose, surtout sur des sujets comme ça, une fois que tu vas... Mais je dis pas que c'est des sujets de niche, tu vois, mais c'est des sujets où quand une personne va regarder l'émission...
elle va sûrement le faire dans un premier temps par curiosité, mais il y en a aussi qui vont le faire alors qu'ils ont déjà un petit pédigré dedans. Donc c'est important pour eux d'entendre, je pense, un propos pertinent, tu vois. Ah, clairement, on peut pas se louper parce que quand tu fais une émission sur Jojo Bizarre Adventure, pour le coup, on est vraiment dans la niche, comme tu disais. Si on commence à dire tout et n'importe quoi et à se rater, eh ben, tu perds de la pertinence, tu perds de la crédibilité. Et ça, c'est super important parce que s'exprimer sur des sujets cool, c'est bien, mais on ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement. C'est-à-dire que vraiment, on est vraiment carré et on veut... Encore une fois, hein, la notion primordiale, c'est le partage. C'est-à-dire qu'on veut que la personne qui regarde, même si elle connaît parfaitement la série ou l'œuvre abordée, qu'elle se dise « Ah ouais, ça c'est pour ça. Ah ok, il y a ça dedans. » Qu'elle apprenne modestement un petit truc, tu vois. Et ça fait kiffer parce que, tu vois, Jojo Bizarre Adventure, il n'y a pas d'émission dessus. Et il n'y a que chez Click, on s'est dit « on peut, bien sûr on peut. 52 minutes sur John Carpenter. » tu vois ce que je veux dire? 52 minutes sur Soprano, voilà. C'est vrai que ça a l'air cool quand même d'avoir une plateforme comme ça qui supporte un petit peu ce genre d'initiative. Moi aussi, j'ai pu passer également chez Click. Radio Sec, c'est passé chez Click également. Ouais. Il y a eu Joël et Kamel qui étaient allés. Moi, j'y étais pas allé cette fois-ci. Plus exactement pourquoi, mais ça on s'en fiche à la rigueur un petit peu. J'avais visité vos locaux et tout, et vous avez l'air d'être une bonne équipe, et franchement j'aime beaucoup Click, et j'aime beaucoup Mouloud, et je tenais à le dire comme ça un petit peu en début d'émission, c'est un petit peu hors sujet, c'est le freestyle. C'est aussi pour ça qu'on aime Zach Libre. Bon, du coup, une des premières questions que j'avais, avant d'aborder un passage un peu plus personnel sur notamment où est-ce que tu as grandi, quel est le parcours scolaire que tu as pu faire, Sébastien Abdelhamid, c'est ton vrai prénom? Alors mon prénom c'est Sébastien de base, ouais. Et Abdelhamid s'est rajouté il y a 20 ans. Ouais. On est en 2020. Ouais, on est en 2020, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Lors de ma conversion, j'ai pris le prénom Abdelhamid en plus. Et pourquoi alors après, dans la vie de tous les jours, les gens qui me connaissent m'appellent pas forcément Sébastien Abdelhamid. Ouais. Ils m'appellent souvent soit Abdelhamid, soit Hamid, ou voilà. Mais ou parfois Sébastien, quand c'est par exemple ma mère, elle m'appelle Sébastien, et j'ai pas de problème. Pourquoi j'ai gardé les deux? Parce que tout simplement, c'est mon identité. Tu vois, je renie rien du tout de ce que je suis ou de ce que j'ai été. C'est mon prénom de naissance, Sébastien. Ça a été aujourd'hui. J'ai plus vécu avec Sébastien Abdelhamid qu'avec Sébastien uniquement. Okay. Tu vois, dans ma vie, vis-à-vis de mon âge, en termes d'années. Et les deux me représentent. J'ai une identité qui est, comment dirais-je, multiple. C'est deux choses qui forment moi. Tu as mis un point d'honneur à quand même garder un petit peu un des prénoms qui t'a forgé quasiment toute ton adolescence, en fait. Ouais, mais complètement. Moi, je me suis converti, j'avais 17 ans. Ouais. Donc, ouais, en fait, c'était important. Et pour être très honnête, tu vois, j'étais avec Mouloud. Ouais. On se connaissait. Je me suis converti avant de le connaître. Et on s'est connus 2-3 ans après, tu vois. Donc, ça fait. Non, on s'est connus 2 ans après, donc ça fait quasiment 20 ans qu'on se connaît. 18 ans. Ouais. C'est abusé, moi je peux pas dire que je connais quelqu'un depuis 18 ans, j'ai que 24 ans. Et lui, ça le faisait gaulerie en fait. Sébastien Abdelhamid, ça le faisait rigoler de fou. Il se tapait des bas. Il disait c'est incroyable comme blaze. Et donc après, c'est resté. Et, je trouve que c'est intéressant parce que ça renvoie aussi un message, c'est-à-dire que ouais, on peut très bien s'assumer en tant que tel, tu vois. C'est pas être prosélyte de mettre Abdelhamid dans mon prénom, c'est pas pour jeter à la face des gens ma religion, c'est pas ça. C'est, encore une fois, ce qui me définit. Maintenant, je l'assume totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais pu faire genre, tu vois, c'est juste Sébastien, ouais. Et ça m'ouvre peut-être plus de portes que ça ne m'enferme d'avoir Abdelhamid dans mon prénom. Mais non, moi j'assume totalement. Et comme j'assume le côté Abdelhamid, j'assume le côté Sébastien, donc je veux garder les deux. C'est vrai que ça n'avait pas l'air d'être réellement calculé, en fait, de prime abord. Non, il n'y a pas de calcul, tu vois. C'est juste, c'est comme beaucoup dans ma vie, il n'y a aucun calcul, en fait. Okay. C'est ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucun calcul. Et jamais je me suis dit, je vais faire ça pour obtenir ça. Je vais fréquenter telle personne parce qu'elle va pouvoir m'apporter ça, etc. Je suis vraiment, vraiment sans calcul. Je suis nul en maths, de toute manière. Du coup, est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi en banlieue de Rouen, à Canteleu, Cité Verte, vraiment en banlieue de Rouen, jusqu'à l'âge de 17 ans. Mon père habitait à Paris et mon père est
tombé gravement malade, il était dans le coma. Et donc, je suis venu habiter à Paris pour être auprès de mon père. Et au final, je suis resté à Paris après pendant longtemps. Mais ouais, j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans, j'étais en banlieue de Rouen. C'était... tu vois, parce que c'est important de savoir qu'il y a une différence entre la province et la capitale. Parce que moi maintenant ça fait très longtemps que j'habite sur Paris, on se rend même pas compte quand on habite à Paris et en banlieue, hein, de la chance, juste ça, juste de la chance d'être près de Paris et de la capitale parce que tout se passe ici. Que ce soit en termes de taf, que ce soit en termes de culture, que ce soit en termes de plein de choses. Et moi j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire que on est à 1 heure de train de Paris, Ouais. mais tu avais l'impression qu'il y avait 3 ans de décalage. Ok, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, dans la mode vestimentaire, dans la musique, dans plein de trucs, t'allais à Paris, c'était la référence. C'est-à-dire que t'allais là-bas, tu voyais les styles, tu voyais les chaussures qu'ils portaient, et tu revenais, et tu disais, attends, non, mais à Paris, ça, tac, tac. Il y avait une vraie différence. Encore une fois, c'est peut-être l'âge de pierre maintenant, parce que Internet a tout changé. Aujourd'hui, tu peux t'informer sur ce qui se passe au bout du monde. Donc, ça a cassé les frontières et ça a cassé aussi les distances géographiques. Mais moi, dans ma jeunesse, à Canteleu, tu vois, déjà, j'habitais même pas à Rouen, j'habitais en banlieue de Rouen, dans les Hauts de Rouen. On était déjà, comment dirais-je, Un peu en retard. un peu en retard parce que Rouen, c'était Rouen. Nous, c'était la street, tu vois. Là où j'ai grandi, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler la Hesse, la street, etc. Nous, c'était la cassosserie. C'est-à-dire, quand je te dis c'était la cassosserie, c'était des meufs, des daronnes, maillot de bain, une pièce l'été qui sortent en talons, maillot de bain, une pièce, boire des bières sur le banc en bas du bloc, des télés qui sont jetées par la fenêtre, les gens qui jettent les poubelles par la fenêtre. C'était vraiment incroyablement n'importe quoi. Vraiment. En fait, on a parqué, comme beaucoup, parce que c'est important de parler de la province, comme je le disais, et c'est moi mon vécu, mais les provinciaux aussi, ils ont ce vécu-là, parce que, évidemment, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai habité dans une cité, tu vois. Mais j'ai vu le décalage de ouf avec où j'habitais avant. Bien sûr. Je me suis dit, mais ici, vous êtes des fous, vous êtes des princes. Vous êtes des princes. Parce que je vois ce que tu veux dire. En plus, ce genre de petite, on va dire cité ou en tout cas quartier, tu vois, de bord de ville, tu vois, mais de ville un peu plus modeste. Et donc, ça mixe un peu quartier et campagne. Ah ouais, C'est pas comme, tu vois, le quartier où t'es à 30 minutes d'une grande ville. Parce qu'en plus, il y a un truc où je suis d'accord et je l'ai vu quand je suis venu vivre à Paris, c'est qu'effectivement, c'est là où il y a un peu tout qui se passe. Ah tu ouais, vois. complètement. Bien sûr, Internet a un peu cassé les frontières et a permis, et il y a d'autres villes où il y a des choses qui se passent, où culturellement l'offre est bonne, tout ça. Mais un truc qui est intéressant, que ce soit en termes d'opportunités de travail, regarde, moi-même, je monte encore à Paris pour pouvoir faire mes émissions, et ne serait-ce que, allez, je vais prendre un exemple bidon, mais regarde, dans 2 jours, il y a le match NBA. Quand il y a un match NBA qui vient se passer en France, il se passe où? Ah ouais, à Paname. Il va se passer à Il va Paris. pas se passer à Rouen. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a la Fashion Week, encore plus récemment, tu vois, ça va se passer à Paris. Quand il y a... C'est vrai que, après... Le match NBA, c'est pas la chose la plus accessible, on est bien d'accord. Ah non, en termes de prix, c'est chaud. On a encore vu le prix des places, tu vois. 9 millions de personnes dans la banlieue parisienne, il y aura 40 000 personnes dans la salle, mais Clairement. voilà, c'est pour dire qu'effectivement, dès que quelque chose arrive à un point un peu Oui, international, un peu plus grand, effectivement, c'est... Toute la culture, pas toute, mais la majeure partie de tous les événements culturels sont concentrés à Paris. Et tu parlais de la Fashion Week, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Paris, c'est devenu ce qu'on appelle une key city mondiale de la mode. C'est-à-dire que toutes les marques, même de sportswear, tu vois, Jordan, par exemple, considèrent Paris comme la ville la plus importante au monde en ce qui concerne la mode. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer en termes d'événements, là où ça pouvait être à New York, par exemple, ou à Londres pendant un certain moment, aujourd'hui, ça se passe à Paris. On l'a vu l'année dernière avec, il y a eu un événement de ouf où il y a Michael Jordan qui est venu à Paris et pour un truc exceptionnel. Et je dis Michael Jordan, mais il y avait plein de monde avec lui. Il y avait Westbrook, il y avait vraiment plein de monde. Et c'est à Paris. Paris, c'est devenu très important. Donc ouais, donc quand tu grandis en province, en cité de province, et que à l'époque, tu vois, il n'y avait pas Internet, t'avais forcément un décalage. Et quand tu regardais des films, tu vois, quand il y a La Haine qui est sortie, ça nous ressemblait. Ça nous ressemblait grave parce que c'était limite, ça aurait pu être filmé chez nous. D'ailleurs, les premières images dans La Haine, c'est à Rouen. Les émeutes, tout ça, c'est à Rouen. Parce qu'il y a, dans le milieu des années 90, il y a eu des grosses émeutes, vraiment à cause...
Il y a eu un décès à la Grand-Mare, une cité là où j'habitais vraiment quand j'étais petit. Et après, j'ai déménagé à Canteleu. Et donc voilà, il y avait ce décalage qu'il y a encore aujourd'hui, mais peut-être moins. Je vois. Et j'ai grandi là-bas et je suis archi fier d'avoir grandi là-bas. J'y vais super régulièrement. Il y a encore peu de temps, ma maman habitait encore là-bas. Et je suis archi attaché. Pour te dire, là, j'ai mon ancien collège qui m'a contacté pour venir faire des trucs dans mon ancien collège. Présenter quelque chose ou parler. Voilà, pour parler du parcours et tout. Et parce que, encore une fois, tu vois, jamais là-bas, on te disait à l'époque, tu vas pouvoir faire quelque chose de ta vie. Non, jamais. Tu retournes vraiment régulièrement? J'y retourne régulièrement. J'y étais quand je suis en France, parce que je suis pas tout le temps en France, mais quand je suis en France, j'y étais au moins toutes les semaines quand ma mère y habitait, et voire plus. Et là, j'y vais régulièrement. J'ai encore mes amis là-bas. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, quand j'y vais, tu vois, rien que la route Paris-Rouen, je ressens un truc. Je la connais par cœur et je ressens un truc. C'est-à-dire que chaque endroit, ça me rappelle des moments de ma vie, ça me rappelle des choses que j'ai vécues quand j'arrive dans ma cité. Ça me submerge un peu, je me rappelle de plein de trucs. Et encore une fois, j'ai mes amis encore qui sont là-bas, mes amis d'enfance, avec qui j'ai jamais coupé le contact. Donc, Avant d'aborder un peu plus en détail genre, ton arrivée à Paris, scolairement parlant, tu t'en es sorti comment pendant toute cette jeunesse? La scolarité. Alors très honnêtement, j'étais pas un mauvais élève en soi, mais l'école, c'était clairement pas ma priorité dans le sens où j'avais des problèmes à gérer. Okay. J'avais de gros problèmes à gérer chez moi. Et l'école, je voyais ça plus comme une récréation. Donc j'étais élève, je perturbais les cours. J'avais beaucoup de mal avec l'autorité, donc souvent on me taxait d'insolent. Alors attention, j'ai jamais insulté un professeur, j'avais le respect des professeurs, etc. Mais quand le professeur me parlait mal, etc., bah je lui parlais pas mal, mais je répondais, c'est vrai. Tu répondais un peu sur le même ton. Voilà, c'est ça. Et c'est un regret pour moi, la scolarité. Je vais te dire un petit peu après jusqu'où j'ai été, mais c'est un regret que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai pas pu prendre la mesure de l'importance de ce que ça pouvait me donner l'école, parce que je me disais, ce que j'apprends, ça me sert à rien. Alors, les choses sur lesquelles j'ai capitalisé, pour moi, qui sont essentielles aujourd'hui et qui étaient déjà très importantes à l'époque, c'était, pour moi, il fallait que je sache m'exprimer. Il fallait que je sache retranscrire mes idées par mes mots, c'est-à-dire que ce soit à l'écrit, soit à l'oral. C'était important. Ça, pour moi, c'était une base très importante. C'est pour ça que je me suis tout de suite tourné vers des filières littéraires, parce que j'étais éclaté en maths, j'étais éclaté en sciences, mais vraiment. Mais voilà, le collège, ça a été un moment très difficile où j'avais une scolarité chaotique dans le comportement, etc. Les résultats, c'était moyen, mais on avait des classes de fous furieux, tu vois, dans mes classes, il se passait des trucs de ouf. On a des profs qui ont témoigné carrément dans des émissions à visage... Ah ouais? Ouais, honnêtement, c'était... Attends, des profs ont témoigné des classes dans lesquelles tu as pu être? Ouais, mais pas forcément par ma faute, hein, mais on était dans des classes où... nous, on était des barjots, c'est-à-dire... aujourd'hui, moi, les jeunes générations, elles me font rep quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Après, je parle peut-être comme un vieux, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a des limites que nous, on franchissait pas, qu'aujourd'hui sont franchies. Tu penses? Genre, tu penses pas qu'à l'époque, eux, ils vous considéraient aussi comme des barjots en disant effectivement, nous, nous, on avait des limites, machin. Enfin, non, mais complètement. Genre que ton discours que tu as maintenant était retranscrit. C'est pour ça que je parle comme un vieux. Mais complètement. Tu vois, nous, il y avait des bureaux qui étaient... La prof a tourné la tête. Il y avait des bureaux qui étaient jetés par les fenêtres. Il y avait tout ça pour pas aller en cours. Il y avait des dingueries, tu vois. C'est pas mal quand même. Une prof qui s'est mangé des craies dans la figure. Ouais, on écrivait encore avec des craies, je sais pas si c'est encore d'actualité. Ma génération, elle avait ça aussi. Et non, il y a eu des bagarres avec les profs, avec les profs de sport. Je me souviens de bagarres de fous. Moi-même, je me suis embrouillé avec un prof de sport, mais c'est lui qui m'a défoncé. C'est vraiment, tu vois, il y avait des trucs complètement dingues. Hors du temps. Hors du temps. Donc voilà, la scolarité au collège, c'était un peu compliqué. On a voulu me foutre en... Mais j'avais des résultats qui étaient moyens. On me disait, voilà, il y a du potentiel, mais tu le gâches. Et en fait, les gens... Parce que les gens connaissaient... Enfin, les profs, il y a 2 profs vraiment qui sont investis plus dans leur métier que ce qu'ils auraient dû, entre guillemets, qu'ils ont été voir plus loin que mes résultats et mon comportement en classe. Ils se sont posés des questions
Et ils se sont dit, mais attends, si ce gamin-là, il se comporte comme ça, il doit y avoir un souci. Donc, ils ont essayé de comprendre le pourquoi du comment, et ils m'ont grave aidé, en fait. Parce que ces profs-là, c'est eux qui m'ont... Il y a mon prof d'anglais qui s'appelait Monsieur Kennel, il me disait, mais lui, il était sans pitié. Il te mettait du scotch sur la bouche, pour de vrai, hein. Il te mettait du scotch sur la bouche si tu parlais, il te mettait des coups de bambou, il te défonçait. Et en même temps, si tu donnais des bonnes réponses, il te donnait des M&M's. Mais c'était très chelou. Je vois. Mais il C'était avait une technique pédagogique. Ouais, il avait sa pédagogie, mais il m'a grave aidé. Parce qu'il m'a dit, moi, la conseillère d'orientation, à un moment donné, avant d'aller au lycée, elle te demande ce que tu veux faire. Et moi, je dis, je vais aller au lycée en filière générale. Et elle se moque de moi, quoi. Elle me dit, non, fais un CAP papier-carton. Pour de vrai. Un CAP papier-carton. Je dis, quoi? Elle me dit, oui, c'est très bien, il y a de l'avenir. Débouché rapide. Il y a voilà, Salaire 1008. Et je me disais, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Je viens de vous dire, je vais aller en filière générale. À la base, je voulais faire du droit. Parce que j'étais un petit peu naïf et candide. Je me disais, le droit, tu vois, je vois beaucoup d'injustices, etc. Je vais essayer de régler ça. Vas-y, je vais faire du droit. Voilà, c'était mon envie, elle était là. Et elle me disait, non, mais fais papier-carton, machin. Et là, j'ai dit, mais non. Et je me suis battu grave. Et le prof d'anglais, il m'a dit, écoute, si tu fais ça, il m'a dit texto, je me rappelle, il m'a dit, c'est une voie de garage. Il m'a dit, c'est une voie de garage, tu feras rien d'autre après de ta vie. Il m'a dit, fais pas ça. Il m'a dit, prouve que tu peux aller au lycée, quoi. Tu vois, donc j'étais au collège, j'avais 13 piges, j'avais des combats à mener en dehors du collège, et là j'avais un combat en plus à mener pour prouver que, et en fait, c'était légitime. Donc là, j'ai pris conscience de certaines choses, de l'importance de la scolarité. J'ai réussi à aller au lycée, je me suis battu de ouf. Et en fait, au lycée, j'ai pas trouvé ça trop compliqué. Je me suis plutôt bien débrouillé en seconde. Et après, il s'est passé le truc avec mon père. Mes deux parents sont handicapés. Mes parents sont divorcés et mon père est tombé dans le coma. Et comme je te l'expliquais en début d'émission, et donc je suis parti sur Paris. Et j'ai fait une première au lycée Voltaire à Paris. Et après, j'ai pas pu continuer ma scolarité. J'ai dû arrêter pour taffer et pour payer le loyer, parce que mon père il est dans le coma, personne ne paye le loyer de l'appartement. C'est compliqué. Il peut y avoir des aides, mais en soi, il faut une rentrée. En fait, si tu veux, tu avais l'APL. Mais l'APL, si tu ne payes pas la partie du loyer, au bout d'un moment, elle se coupe l'APL. Ça veut dire qu'en plus, tu dois le loyer complet. Donc là, tu as les huissiers, tu as les machins. Parce que moi, toute ma vie, j'ai vécu avec les huissiers. J'avais l'impression que c'était des gens de ma famille, tu vois. Donc là, je me disais, je pars de chez ma mère, je vais chez mon père. Il faut éviter que cette famille-là vienne aussi dans ce coin-là, quoi. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué par correspondance avec le CNED. Donc, j'en avais entendu parler, ça va, ça fonctionne le truc par correspondance? C'est dur. Parce qu'encore une fois, là, il y avait Internet, mais c'était au tout début d'Internet. Là, je parle de l'an 2000, tu vois. On avait peur d'un bug qui casse tout Internet. I love you, là. Voilà. Donc, en fait, ils m'envoyaient des bouquins avec des CD audio, et je devais écouter les CD, machin et tout. Et c'était archi dur. Franchement, parce qu'à côté, je taffais à droite, à gauche et tout pour faire de l'oseille. Et en même temps, je devais continuer. Et comme j'étais déjà de base, j'étais pas un mec avec des prédestinations pour l'école. Tu vois, j'avais pas un talent inné pour l'école. J'étais pas un surdoué, loin de là. Donc c'était dur, je devais me taper. Et puis en même temps, moi, ce que je kiffais, c'était jouer aux jeux vidéo. Donc fallait que je trouve le bon timing. Le bon équilibre entre le travail, les livres audio à remonter avec le CNED. Il y a la PlayStation, là, frère. je veux jouer. Et j'ai réussi à passer mon bac avec le CNED. Et je l'ai eu. Mais c'était une épreuve de fou. Et j'ai arrêté là parce que après, j'étais pris dans un tourbillon de problèmes, de vie, etc. Et encore une fois, tu vois, jamais je me suis dit, je vais faire des études. Jamais j'ai eu quelqu'un derrière, tu vois, même dans le cadre familial, qui m'a poussé, qui m'a dit, ouais, tu peux faire ça, fais ça, va, fais la fac et tout. Non, moi, j'avais pas d'ambition. En fait, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, tu étais déjà autogéré, surtout. En fait, très simplement, je me suis toujours autogéré, en fait. J'ai eu des responsabilités très, très tôt, c'est-à-dire, franchement, des 10 piges, 10-11 piges, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à mon cadre familial qui n'existait pas. J'ai pas eu d'éducation à proprement parler, tu vois. La notion de bien ou de mal, j'ai dû l'apprendre par moi-même. Je vais être très franc, tu vois. Je vais dire des choses que j'ai jamais dites ailleurs, tu vois. Mais je l'ai dit parce que mon fils me dit que c'est important de partager, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans les mêmes situations. Mais moi, je vivais avec ma mère et mon beau-père. C'était des voleurs, tu vois. Mon beau-père, c'était un ancien braqueur. On vivait que dans la survie.
C'est-à-dire qu'il venait couper l'électricité chez moi, mon beau-père, il se branchait ailleurs. Il coupait l'eau chez moi, il reprenait une pince, il ouvrait l'eau. C'était que ça, des magouilles. Des magouilles. On allait mettre de l'essence, il mettait de la bombe de peinture sur les plaques d'immatriculation parce qu'il payait avec des chèques volés. C'était que des trucs où tu te dis, c'est pas... tu peux pas grandir, te construire comme ça. C'est-à-dire que, de base, tu vois, moi, j'allais avec mon beau-père. Il est disparu maintenant, il est décédé l'an dernier. Mais on allait, et la normalité, pour moi, c'était de voler la nourriture. C'est-à-dire que c'était pas de l'acheter. C'est-à-dire que c'était de la voler. C'est ce que tu as vu dans tes yeux d'enfant. Mais ouais, pour moi, en fait, j'ai construit une normalité qui n'en était pas une. C'est-à-dire que quand, après, j'ai appréhendé une vie d'adulte, je me suis dit, attends, toute ma jeunesse, c'était ça. Mais c'est pas ça la vie. Ça, c'est de la survie. C'est pas ça la vie. Il y a autre chose qui existe. Et c'est dur de déconstruire ce que ton vécu comme ça, et après rentrer dans quelque chose dit normal. Parce que voilà, toute ta vie, tu passes à voler, et je volais pas des trucs pour m'amuser, à part les magazines, mais sinon, je volais que de la nourriture, quoi. Je sortais du collège, ce que j'allais faire le midi, c'est que on avait un magasin qui s'appelait Le Mutant. Alors déjà, rien que le blaze, t'as ni envie de manger, mais ni envie de voler. Tu vois, c'était un magasin alimentaire. Le Mutant, frère. On dirait un magasin sorti des Tortues Ninja. Non, mais j'avoue que C'est un magasin d'alimentation, Le Mutant. Et ben, ce que j'allais faire, je sortais du collège le midi, j'allais voler de la bouffe, et je rentrais chez moi manger. Tu faisais jamais prendre? Un jour, j'étais avec mon beau-père. On était à Attaque. On n'était pas à Le Mutant, mais on était à Attaque. Ouais, Attaque, vraiment, tu nous sors des noms. Ah ben ouais, c'est à l'ancienne. Je connais en plus, à moi, à Lyon, mes cousines, elles habitaient à Rieux-la-Pape. C'est un quartier un petit peu l'équivalent de ce que tu m'as raconté à Rouen. Et le Attaque du coin, c'était... Et je me suis fait prendre, je vais te dire, j'étais très jeune, je devais avoir 7 ans. J'ai commencé à voler très tôt, tu vois. Et à 7 ans, j'avais volé je sais pas si ça existe encore, c'était des Sundaes. C'était des barres chocolatées. Okay. Et j'avais un blouson, j'avais mis un gros paquet avec des mini-barres dedans et tout. Et j'étais avec mon beau-père. Et là, je me fais prendre. Et le vigile, il me dit, ouais, ils sont où tes parents et tout. Et il y a mon beau-père qui vient et il me défonce. Il me défonce. Je me dis, c'est chaud et tout. Et on se barre et tout. Il me dit, ouais, la prochaine fois, bah, te fais pas griller. Ouais, c'est même pas la prochaine fois, le refais pas. C'est la prochaine fois, non, te fais pas griller. Et moi, au collège, mes potes, ils disaient, ouais, on a vu ton beau-père et tout. Il est en train de voler des trucs et tout, machin. Il nous a fait des clins d'œil et tout. Je disais, mais les gars, ouais, non, mais c'est pas... Ouais, avec le recul, je suppose, et en plus avec l'expérience, maintenant que toi-même tu as eu un fils, avoir des responsabilités aussitôt, c'est vraiment pas une bonne chose. Moi, je pense, en tout cas, j'ai l'impression, j'ai que 24 ans, j'ai pas d'enfant, donc je vais te dire une parole qui n'a sûrement qu'une valeur qui est minime, mais j'ai pas le sentiment, j'ai le sentiment qu'une personne, un enfant, doit grandir jusqu'à un certain âge avancé de son adolescence pour pouvoir derrière avoir des responsabilités et pouvoir se construire d'une manière correcte sans avoir à assumer des choses que son âge ne lui permet pas, en fait. Non, mais t'as totalement raison. Moi, aujourd'hui, je suis parent. Comme je l'ai dit, mon fils est au lycée, il est en seconde. Voilà, un enfant, il a besoin d'un cadre. Moi, ça m'a bousillé plein de choses en moi, tu vois. J'ai plein de choses très compliqué à gérer aujourd'hui. Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Et c'est pour ça, pourquoi j'en parle aujourd'hui, franchement, j'ai jamais dit tout ça, tu vois. Pourquoi j'en parle? Parce que quand j'ai fait une interview pour Click, et comme je te disais avant... Le Click Talk. Voilà, j'ai eu beaucoup de gens qui, pourtant, j'ai pas dit énormément de choses, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, je me reconnais grave en toi, etc. Donc, s'il y a des gens qui sont dans ce genre de difficultés, etc., faut pas qu'ils se disent que toute leur vie, ça va être ça. C'est vrai que dans ce cadre, je me dis que c'est important, effectivement, d'avoir... c'est une réaction limite humaine, en fait. De la même manière, exemple bête, tu vois, de la même manière que quand tu es en galère à un examen, si tu retournes et que tu vois qu'à peu près tout le monde galère, tu te dis « Ok, je suis pas le seul », bah, c'est aussi important de voir si tu as une situation qui est pas favorable du tout, d'entendre quelqu'un qui a eu la même, sans bien sûr la souhaiter à d'autres, et qu'il ait pu s'en sortir. Ça te montre que ce n'est pas une fin en soi et qu'il y a des options. Mais ouais, c'est parce que tu sais, tu peux vite te retrouver dans une situation, là je t'ai parlé d'un truc, mais ma vie elle était jonchée de problèmes, tu vois, et plus tu accumules de problèmes et plus tu peux te dire en fait, même t'abandonnes. T'abandonnes l'espoir d'avoir une vie normale, d'avoir une autre vie, t'abandonnes tes ambitions, t'abandonnes tes rêves, et en fait la vie sans rêve, bah c'est morne. Il faut toujours avoir des rêves. C'est-à-dire que quand tu enlèves les rêves d'un enfant, c'est le truc le plus cruel en fait que tu peux faire. Parce que tu le prives
de sa naïveté, de sa naïveté, de ce que son cœur peut ressentir sur certaines choses, etc. Donc, faut pas que les gens ils s'arrêtent à une situation archi compliquée à un moment donné. Il faut se dire que voilà, c'est pas facile, oui, c'est très dur même, ça peut être éprouvant, mais autre chose peut exister après. Voilà. Dans une interview pour fumigène.org, tu racontes un peu la manière en fait, dont tu es passé de petit boulot à rédacteur pour la première fois. Alors, petite question avant que tu nous racontes comment s'est présentée cette occasion. Sur quoi a porté l'article ? C'était sur Arnold et Willy. Mon premier article, c'était sur Arnold et Willy, et après, c'était sur le Club Dorothée. Vraiment ? Ouais, pour de vrai. Ouais. Premier article, c'était Arnold et Willy. C'était sur un site, sur un magazine ? Non, c'était un magazine qui s'appelait Size XL, un magazine gratuit distribué dans les magasins Courir. Oh. Et donc, ouais, on m'appelle en me disant, ouais, mon pote travaillait dans ce magazine. Et il m'appelle, il me dit, ouais, on est en galère et tout. Il faut cet article-là pour tel jour. Est-ce que tu penses que tu es capable de le faire et tout, machin ? Je dis, bah ouais. Moi, j'ai toujours eu une passion pour l'écriture. D'accord. Quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, je faisais de la poésie. J'ai fait plein de concours de poésie. J'ai gagné les prix en poésie. C'est chelou, hein. Pas mal. Mais voilà, ouais. Après, j'ai fait du rap. Ça, c'est une autre partie. Voilà. Ça, c'était un projet que tu as sorti. Mais tu vois, l'écriture, en fait, j'ai toujours aimé partager quelque chose, soit par l'oral, mais avant tout à l'écrit. Retranscrire. Donc, voilà, retranscrire quelque chose, partager des émotions, des trucs et tout. Et donc, Arnold et Willy, c'était une série des années 80, archi populaire et tout. Et on me demande ça, donc je le fais. Après, il me dit, ouais, ils ont bien kiffé ton article. Est-ce que tu peux en refaire un le mois d'après sur le Club Dorothée ? Je dis, vas-y, j'en mets. Ah, en plus, cette fois, il te donne le thème. Ouais. Donc, je fais. Ou je sais plus si c'est moi qui avais proposé ou. Je sais. Non, je crois que c'est moi parce que c'était genre nostalgie. Voilà. Donc, j'écris sur Club Dorothée. Et de fil en aiguille, en fait, on m'a confié plus de choses dans le magazine, sachant qu'à cette époque-là. C'est gaulerie parce qu'à cette époque-là, moi, je galère de fou dans la vie. Je galère de fou. T'es éboueur, si je dis pas de bêtises. Je suis éboueur. Je suis interdit bancaire. Je suis éboueur, je suis interdit bancaire. Tu vois, ma vie, elle était encore dans ce que j'avais connu avant, c'est-à-dire que j'étais encore dans la survie. Et je me dis, ouais, vas-y, je gagne 100 balles, je crois, un truc comme ça. Pour moi, c'est un truc de ouf. Je gagne 100 € avec un article. 100 €, ça représentait énormément pour moi. Donc, en même temps, j'étais éboueur. J'écrivais. Après, j'étais malade, donc j'ai dû arrêter... de travail là. Voilà, de ce taf-là. Enfin, j'ai pas arrêté parce que j'étais malade, j'étais arrêté parce qu'on m'attège. À cause de, alors que j'étais fonctionnaire, à cause de problèmes de racisme. Je vais t'en parler tout de suite après parce que c'est une honte absolue et ça me concerne pas moi directement, mais j'étais impliqué dedans. Et donc j'écris et de fil en aiguille, on me confie plus de choses dans le magazine. Et là, je commence à gagner 800 €. Ah ouais ? 800 €. Je fais quasiment tout le magazine et je me dis, attends, 800 €. Alors imagine 100 € comment c'était ouf, et là 800 €. Je me dis waouh. Je me dis mais attends, on peut vivre de ça ? On peut. Et moi tu vois j'ai Mouloud à côté qui lui commence à faire de la télé. Il était déjà à la radio, il écrivait dans Radical plein de choses, etc. Et on était déjà amis, hein, tu vois. Et jamais, tu vois, jamais je me suis dit que en fait, je le voyais évoluer dans ce monde-là, mais jamais je me suis dit que moi, je pouvais évoluer dans ce monde-là. Okay. Après, c'était pas dans le monde où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était vraiment encore... C'était de la presse papier, tu vois. Les prémices, ouais. C'était les prémices. Et lui, il m'a tout de suite encouragé. Et je le dis à chaque fois, il a cru en moi avant que moi-même, je crois en moi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Et c'est un truc de fou. Mais c'est quoi qui a fait qu'il a cru en toi ? Du coup, il a pu te le dire. Je suppose que vous avez dû avoir cette discussion. Parce qu'effectivement, ça, je voulais l'aborder sur un point un peu plus tard, mais c'est pas grave. Là où, j'ai vu que tu avais dit cette phrase, effectivement, que Mouloud avait eu espoir, foi en toi, avant même que toi, tu te rends compte de tes propres capacités. C'était quoi le côté de ta personnalité ou de ce que tu sais faire qui a... Je crois que c'est en fait toujours l'essence même de ce que je veux, c'est-à-dire partager des choses, tu vois. Il voyait que j'avais des choses à dire, que j'avais des choses à partager avec les gens de différentes manières sur différents sujets. Et franchement, je vais te dire la vérité, pour lui, ça le faisait gaulerie, un bubard qui parle de tout ça. Et à l'époque, j'avais une beubare comme ça. Lui, ça le faisait délirer. T'avais vraiment une grosse barbe ? Ouais, j'avais une barbe comme ça, de fou, de fou furieux. La gride.
Ouais, c'était Algérie de dingue. En plus, j'étais un petit peu plus gros. J'avais de bonnes joues. Et ouais, j'avais une beubare comme ça. Tu peux voir dans certains clips dans lesquels j'ai tourné où j'avais une grosse beubare. Et c'était gaulerie. Je vais la laisser pousser comme ça bientôt. Là, c'est juste que ça me fait des douleurs un petit peu, ça me fait des plaques, etc. Mais bon, mon but, c'est, voilà, je vais la relaisser. Je vais dire, là, elle est taillée propre. Là. Ouais, ça va, là. Mais t'inquiète, elle va revenir. Des dédicaces aux imberbes qui nous regardent. Voilà, Ici, il y a de la beubare aussi. Non, parce que tu vois, c'est gaulerie. La barbe, c'est un sujet super gaulerie parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Mais tu vois, moi, quand je portais une barbe, les gens me crachaient dessus dans la rue. Tu vois, mais quand je te dis cracher dessus, c'est post-11 septembre, c'est une atmosphère très particulière. Je véhicule plein de choses juste parce que j'ai une beubare. Voilà, il y a plein de choses. Et donc ouais, non, Mouloud, tu vois, si j'avais pas eu son soutien en me disant, vas-y, j'aurais pas creusé cette voie. Vas-y, non, j'aurais pas creusé parce que c'était impossible pour moi. Et je vais revenir sur comme je te disais, j'étais éboueur et donc je suis éboueur. À la base, je devais pas être éboueur. Je passe un concours et pareil, j'avais une grosse beubare. Ouais. Et je réussis mon concours. Le jour où je vais pour prendre mon poste, on me dit, il y a un mec qui me reçoit et il me dit, ah, vous êtes musulman. C'est un des premiers trucs qu'il me dit. Alors déjà la phrase, ah, vous êtes... Ouais, mais vraiment, tu vois. Et à l'époque, je suis archi, comme je disais, je suis archi candide. Je suis naïf. Je vois pas le mal dans cette phrase ou le sens détourné. Et je lui réponds naïvement, je lui dis même pas, mais c'est quoi cette question? Je lui dis oui. Il me dit, ah, attendez, ce qu'on va faire, on va vous mettre avec des gens comme vous. Et je vous jure qu'il m'a dit ça. Et avec le recul, je suis archi choqué. Mais sur le coup, je me dis, ah bah ok, c'est cool. Je vais être avec des gens comme moi. Avec des refs, tu vois, ok, bon, pourquoi pas, voilà. Et il me dit, bah écoutez, vous n'avez pas travaillé ici. Et là, il me dit, attendez, il passe 2-3 coups de fil, il me donne une adresse. Il me dit, allez à cette adresse. J'habitais dans le 20e. Je vais à l'adresse et c'est ce qu'on appelle un atelier, c'est-à-dire que c'est là où les éboueurs, c'est le QG des éboueurs par secteur. Je vais et je suis reçu par le mec qui dirige cet atelier, qui est archi gêné. Et je comprends pas, tu vois, je vois qu'il y a une gêne de fou. Et il me reçoit, il me fait faire le tour et tout, et il me dit, bah là, ça c'est les vestiaires, machin et tout. Je dis, ouais, mais bon, moi ça me concerne pas, parce qu'à la base, je devais faire les trajets pour les éboueurs, tout ça. Ouais, bien sûr. Et il me dit, bah si, parce qu'en fait, vous venez en tant qu'éboueur. Je dis, quoi? Et là, dans ma tête, Kaiser Soze, Usual Suspect, tout s'imbrique. Je me dis, ah le bâtard. Je dis, ah le bâtard. Donc je dis, attends, bouge pas. Je repars là-bas et je dis, mais c'est quoi ce délire? Il me dit, non, mais en fait, on s'est aperçu que sur votre poste, il n'y avait pas de disponibilité. Oh, le menteur. Donc il me dit quoi? Il me dit, en gros, il me dit, soit vous restez ce qu'on appelle en réserve et vous attendez qu'un poste se libère, mais moi, j'attendais un enfant. Tu vois, j'attendais un enfant, fallait que j'ai de l'argent. Il m'a dit, soit vous faites ça en attendant que le poste se libère. Je dis, vas-y, bah, je vais faire ça. Et je repars au truc, et là, un truc qui me choque, et le mec qui dirige l'atelier, c'est un Renoir. Pourquoi je précise, c'est important, c'est qu'il m'amène au réfectoire, et il me dit, ça, c'est la table des Blancs, et ça, c'est la table des Noirs. Je dis, pardon? Oui, mais on est en 2003. On est dans l'apartheid ou quoi, là? On est en 2003, je dis, pardon? Il me dit, non, mais c'est pas raciste. Je dis, bah si, c'est raciste. Attends, excuse-moi. La table des Noirs, la table des Blancs, frère, qu'est-ce que c'est ton concept? Il me dit, non, parce que les Noirs, ils boivent pas d'alcool. Alors déjà, tu vois, il a fait un amalgame. Je dis, attends, j'ai croisé un gars, c'est un Antillais, il est en train de boire une bière, là. Et je comprends pas trop. Bref, il essaye de m'expliquer que c'est pas raciste. Mais moi, déjà, ça me choque. Je fais mon taf, quoi. Je suis éboueur. Ça se décompose comment? Je suis reaper, c'est-à-dire derrière le camion au début, entre 5h et 6h du mat, la prise de fonction. Donc je prends les poubelles, je les mets dans le camion, etc. Et le reste du service, je balaye la rue. Okay. Moi, j'habitais dans le 20e, j'étais dans un secteur du 20e. Pour ceux qui connaissent, je faisais toute la rue de Ménilmontant. Okay. Et la rue de Ménilmontant, elle est longue. Et quand je vois la polémique qu'il y a eu sur un éboueur qui s'est fait licencier parce qu'il s'est allongé, etc., il dormait, ça me fout grave les boules. À côté de lui, ça me fout grave les boules parce que les gens ne savent même pas la dureté du truc quand ton dos, déjà, il prend archi cher. Et t'as des pauses en plus. Moi, je vais pas te mentir, des fois, j'allais dormir dans des laveries. L'hiver, il faisait grave froid. J'allais dans une laverie, j'avais ma pause de 10 minutes, je prenais 10 minutes. J'essayais de reprendre de l'énergie, quoi. Ah, moi, en plus, par rapport à cette polémique, au-delà de ce que des gens peuvent en penser, genre en mode ouais, ça se fait pas, moi, il y a juste un truc qui m'avait marqué, c'est que le bonhomme, il avait un Tupperware à côté de lui, c'était sûrement sa pause du midi, tu vois.
Il y a plein de choses. En plus, il l'a expliqué après. Heureusement, il a retrouvé un emploi, etc. Mais c'est un petit peu symptomatique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est que les gens, ils sont plus prompts à mettre dans l'embarras des gens plutôt qu'à les aider. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très, très, très... C'est très, très grave pour moi. Donc voilà, donc je fais ce taf-là pendant 1 an, plus d'1 an. Et normalement, au bout d'1 an, tu deviens titulaire. C'est-à-dire que tu es stagiaire pendant 1 an. Ok. Là, c'était la mairie de Paris. Je le dis, c'est pas une entreprise privée, c'est-à-dire que c'était la fonction publique. C'était l'État. Et moi, je me suis mis là-dedans, je me suis dit, je vais être tranquille. Ah oui, fonctionnaire techniquement. Et là, moi, je supporte plus ce délire de tape des blancs, tape des noirs. Il y a des propos racistes qui sont tenus dans les vestiaires. Ouais, Hitler, il aurait dû finir le boulot avec vous. Tout le temps adressé aux Renois parce qu'il y avait beaucoup de noirs dans le truc. Et c'était principalement des darons. Et les darons, ils réagissaient pas, tu vois. Non, parce que ils étaient limite dans un truc où on se considérait chanceux d'être là, on veut pas faire de vagues, ouais. On veut pas ne perdre notre poste. C'est ça. Et puis si il y avait une situation un peu difficile, s'il y avait la parole de l'un ou de l'autre. Et tu vois, ils se disaient que leurs paroles, elles n'avaient pas la même valeur que celle du mec s'il y avait une confrontation, etc. Et moi, je pète les plombs complets. Je vais voir le chef, je dis, écoute, là, eux, ils ont dit ça et ça. Soit tu fais quelque chose, soit moi je fais quelque chose. Il y a un premier truc qui est fait, ils convoquent des gens pour une sensibilisation. Et là, les mecs en question qui sont incriminés, ils s'insurgent, ils disent « Mais c'est pas raciste, on rigole, machin et tout ». Et là, il y a une levée de bouclier. T'as les darons qui disent hey, « Écoute, je te jure, je me rappellerai toute ma vie. » Il y en a un, il se lève, il dit « Écoute, la prochaine fois que tu dis ça, je te casse la gueule. » Il dit ça comme as. Je me suis dit « Bon, alhamdoulilah, au moins, il y a une prise de conscience et voilà. » Mais juste, ça va changer. Et après qu'il y ait eu ça, il y a des gens qui voulaient plus taffer avec moi. C'est-à-dire que quand le camion arrive, tu as le chauffeur, il arrive, il me dit « De toute façon, toi, je ne travaille pas avec toi. » Il dit « Je ne travaille pas avec les bougnoules. » Alors déjà, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout arabe, je suis français. Donc le terme bougnoul, il ne s'applique pas forcément à moi, au-delà d'être un terme archi-raciste. Bien sûr. Tu vois, les mecs mélangeaient tout. Je me suis mangé v'là les trucs après, etc. Donc à un moment donné, j'ai dit ça ne va pas se passer comme ça, vous me prenez pour un bouffon, mais je ne suis pas un bouffon, moi. Donc j'en ai mis quelques-uns à l'amende déjà. Après, j'ai dit, on va aller plus loin. Je suis parti à rue Lobeau, donc à l'hôtel de ville de Paris. J'ai fait un rapport. Et après, il y a eu encore une réunion, machin et tout. Sauf qu'après, moi, je suis tombé malade. Et ils en ont profité pour faire un truc de chien. Et je le dis, c'est vraiment un truc de chien. C'est que, en gros, ils m'ont licencié pour inaptitude physique totale. Ouais, comme quoi, genre, tu pouvais pas tenir ce poste. Ils ont profité de ça. Je pouvais tenir aucun poste. Ça veut dire que pour eux, aujourd'hui, je devrais être inscrit à la Cotorep et être considéré comme handicapé. Et c'est vraiment pourquoi ils ont pris ce parti, parce que, ils m'ont licencié sans aucune indemnité. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en galère de fou. Tu vois, alors que tu avais travaillé plusieurs mois. J'avais travaillé quasiment 2 ans, tu vois. Ah, okay. Ils m'ont fait vraiment un coup de chien, tu vois. Et on va pas se mentir, c'était à cause de ça. Mais au Prud'homme, ils ont pu le prouver. Mais j'ai même pas été au Prud'homme. Ah, tu n'y as même pas été. Mais parce que j'étais dans une logique où Prud'homme, c'était compliqué pour moi. Avoir un avocat, mais moi, c'est la street, frère. Ouais. À l'époque, un avocat, avec quoi je vais le payer? Moi, la seule chose que je me disais, c'est que pour prouver leur dire, c'était impossible, du coup. C'était impossible. Et tu vois, je le dis naïvement, donc je me rends pas peut-être mais complètement. pas compte. Mais... Et aujourd'hui, vraiment, tu vois, quand j'y pense avec le recul, comme je te dis, ça, c'était 2003-2004, je me dis, heureusement, moi, je suis croyant, tu vois, donc je remercie Dieu parce que ils auraient pu me bousiller ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'arrêtent tout de A à Z, mon taf et tout, tu vois. Quand j'étais dans cette gamberge où je me disais, fonctionnaire, je suis tranquille, je vais faire ça toute ma vie, j'ai pas d'ambition professionnelle, j'aspire à rien en termes professionnels, je vais capitaliser sur ma vie personnelle et spirituelle. Un petit confort, pas c'est ça, dingue, mais au moins tu t'en sortiras. Et... Mais l'un dans l'autre, écoute, grâce à Dieu, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Ça a été un peu... un bien pour un mal, un mal pour un bien. Moi, je vois plein de choses comme ça, quoi. Parce que du coup, là, tu nous disais, vis-à-vis du magazine, tu commences à prendre de l'importance à écrire de plus en plus d'articles, limite t'occuper de tout le magazine. C'est un peu limite si t'étais le rédac-chef de ce magazine-là. Ouais, j'étais pas rédac-chef parce qu'il y avait le rédac-chef qui était le boss du magazine. Ouais. Mais ouais, complètement. Après, je m'occupais jeux vidéo, musique. Donc, je commence à faire mes premières interviews. Alors que, pour te dire, j'étais tellement déconnecté, j'habitais encore à Rouen. J'étais venu à Paris et en 2003, je suis reparti à Rouen pour la naissance de mon fils parce que je voulais qu'il grandisse on va dire, dans un endroit que je connais plus, tu vois.
pire erreur de ma vie, donc je suis vite revenu à Paris. Ah ouais, vraiment? Ouais, vraiment, pire erreur de ma vie. Parce que L'environnement rouennais, tu penses? c'est pas ça, tu vois, ça m'a fait du mal de revenir et au final de voir les gens avec qui j'ai grandi qui étaient toujours aux mêmes endroits et qui avec aucune perspective d'évolution, tu vois. Et qui faisaient toujours la même chose et tu voulais pas que ton fils il soit au contact de ça. C'est ça. Et tu vois, j'ai beaucoup de respect pour les gens avec qui j'ai grandi, c'est des amis, etc. Et eux-mêmes, tu vois, ça me fait plaisir parce que ce soit des gens avec qui je suis en contact encore, vraiment des gens proches ou des gens de ma cité que je croise quand j'y vais, ça me fait plaisir. Ce qu'ils me disent aujourd'hui sur ma vie d'aujourd'hui et sur ce que ça leur renvoie, ça me fait plaisir. Mais ce qui m'aurait fait plus plaisir encore, c'est de les voir eux aussi évoluer dans d'autres trucs. Donc voilà, ouais, donc le magazine, je commence à écrire de plus en plus et je suis complètement déconnecté avec tu vois, avec les interviews. Je fais des interviews, je suis en camis, tu vois. Okay. Moi, je m'habillais que en camis à l'époque. C'est même pas un personnage ou quoi, c'est je m'habillais comme as. Je fais une interview, je me rappelle en 2003-2004, je fais ROF en ITV pour La Fierté des Nôtres, je viens en camis, il était mort de rire. Heureusement, je le connaissais, tu vois, et tout, mais c'était gaulerie. Et puis voilà, quoi. Après, je commence à rêver, en fait. C'est à cette époque-là, je commence à rêver. C'est à ce moment-là où tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres perspectives d'avenir. Ouais, et puis il y a Internet, il y a l'essor d'Internet. À cette époque-là, Internet, ça pète. Je me dis, ouais, c'est un moyen d'expression de fou, Internet. Tu peux faire des sites Internet, tu peux t'exprimer sur Internet, faire ce que tu fais en papier. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus la même importance, mais à l'époque, la presse papier, c'était archi valorisant. Et tu vois, c'était quelque chose de cool. Tu vois, t'écrivais dans un magazine, waouh. Moi, la première fois où j'ai ouvert le magazine, avec du flow, où il y avait mon blaze, j'étais comme un ouf. Je m'en rappelle, les gars de ma cité, ils en ont pris, ils en ont mis aux Grecs de ma cité. Ils en ont mis, tu vois, comme c'était gratuit, ils ont pris une pile, ils les ont mis là, et j'étais archi fier. J'étais archi fier. Donc ça avait du truc. Mais après, voilà, la presse papier, ça a été compliqué. Et c'était en plus à cette époque-là où, même si tu venais un peu de le faire, tu avais pu rencontrer Mouloud, du coup. Ouais, je le connaissais déjà depuis un moment, hein, et lui-même a taffé dans ce magazine, etc. Et après, Mouloud, lui, commence à bien évoluer avec la télé, tu vois, il commence MTV, je me rappelle encore quand il passe le casting pour MTV, tu vois, il était d'abord sur c'était France 5 ou France 4, je sais plus, il y a eu Cinébus, tu vois, et je le vois à la télé dans des petits trucs, tu vois, mais ça me fait kiffer de le voir là. Mais je me dis jamais que moi, je pourrais être là-bas. Mais ça me fait kiffer, je suis fier de lui, je suis content pour lui. Tu vois, déjà à l'époque, c'était tellement une personne bien, machallah, tu vois. Je suis archi heureux pour lui. Vraiment, je me dis, il mérite d'être là, et tu vois, il a du talent et tout. Chose que moi, j'arrivais pas à me dire que moi, c'était très vaniteux si je me disais, moi, j'ai un talent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Impossible de me dire, ouais, j'ai un talent sur quelque chose. Après, tu pouvais un peu reconnaître tes qualités aussi. J'ai du mal, en fait. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu... Je sais pas me vendre, par exemple. Tu vois, quand, par exemple, il faut se vendre, j'abandonne tout de suite parce que je sais pas le faire. Je sais pas me vendre. Pour moi, mes meilleures preuves, ça doit être mon travail, pas mes paroles. C'est mon travail. Si tu apprécies mon travail, tu vois ce que je peux faire. Tu vois ce que je sais faire. Je sais pas tout faire, je suis pas bon partout. J'essaye d'avoir d'avoir mes domaines de compétences. Ils sont variés parce que j'ai réussi à faire de toutes mes passions un métier à chaque fois. Donc c'est cool. Mais dire qu'on a un talent, etc., je sais pas, c'est pas de la fausse modestie, hein. C'est que j'aurais l'impression vraiment de me la raconter, de dire « Ah ouais, moi j'ai grave du talent là-dedans ». Ok, je vois. Ouais, pour certains, c'est aussi de la confiance en soi. Donc, ouais. c'est ce qui leur permet d'avancer, de se valoriser d'une certaine manière. À ce moment-là, moi, je suis arrivé derrière sur un des projets qui a aussi pas mal compté pour toi, je crois. Ça a été Canal Street. Ah ouais. Mais entre le moment où tu es, du coup, un peu... alors, c'est pas l'intitulé exact, mais rédac chef dans ce magazine, et Canal Street dans les années un peu 2007, 2008, 2009, qu'est-ce que tu faisais? Eh écoute... Je te jure, j'ai eu du mal à trouver. Tu veux que je te dise, ça a été des années très, très compliquées. Le magazine, en fait, se casse la figure. Vraiment. Il se casse la figure. La presse papier, tu vois. Okay. Donc, je reste à taffer dans le magazine pendant 2 ans et demi, un truc comme ça. Et là, là c'est le vide. C'est-à-dire que je fais plein de petits boulots. Je fais plein de trucs pour gagner de l'argent, pour que ma famille puisse vivre. Toujours dans ce monde ou pas? Ah non, pas du tout. Je sors de ce monde complètement. Genre quand le magazine s'arrête, toi, tu arrêtes avec? J'arrête avec, mais j'arrive à piger parfois dans d'autres magazines. Okay. Toi, je me dis, j'ai vraiment aimé faire ça. Jamais. J'ai dit, ça y est, je lâche pas. Tu crois que je vais lâcher ça? Ouais. On peut vivre comme ça?
On peut vivre autrement qu'en allant dans un taf que tu détestes. Ou en te levant tôt. Tu te lèves tôt, tu vois, c'est physique, c'est relou et tout. Parce qu'avant, j'ai fait plein de tafs archi durs, tu vois, où j'ai failli canner pendant des tafs que je faisais. Je voulais plus vivre ça, quoi. Et donc là, je dis non, je lâche pas. Je dis ça, je lâche pas. Donc j'essaye de faire 2-3 magazines, mais je gagne pas ma vie avec ça, tu vois. Donc faut que je fasse des petits boulots, caissier, machin, des trucs, vraiment des trucs. J'ai fait plein de trucs, des boulots noirs. Je revendais des jeux vidéo, des trucs. Enfin, tu vois, vraiment la débrouille. Et là où vraiment où il y a un problème, c'est quand en 2008, 2009, la presse se casse la figure. Ouais, toutes les rédactions ferment, enfin tu vois, il n'y a plus d'argent, Internet a cannibalisé le truc et tout. Donc moi, j'écris un petit peu sur Internet, ici et là, dans différents trucs et tout. Et là, je me dis, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Je dis parce que ce que je voulais faire, ça s'est cassé la figure. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Après, tu disais pas que tu pouvais te retranscrire si c'était que le format papier à presse numérique qui changeait ? Ah non, bah Parce oui, que c'est vrai, à mais l'époque. il n'y avait pas l'argent encore dans Internet. C'est vrai. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, niaisement, mes parents, notamment mes sœurs, elles achetaient souvent les magazines Les Voici, Closer Public, Eh oui. Le Nouveau Détective. C'était des histoires d'horreur. C'est des gens qui se font ça couper fait la tête flipper, ça. à lire quand tu vas aux chiottes. Donc, c'était pas hyper rassurant. Mais ouais, non, bah, je misais pas sur Internet, sur l'aspect financier, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Tu vois, tu pouvais écrire, mais on disait, il n'y a pas de thunes. C'est-à-dire que, tu vois, c'était inconcevable pour les chaînes télé, pour la presse généraliste papier, etc., de dire, bah non, bah on va vous payer pour écrire sur Internet. Ouais, bah ouais. Mais non, parce que pour eux, attends, la presse papier est en train de mourir, on va pas alimenter sa mort en allant sur Internet. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu des années de retard sur certains. Ok, je comprends. Tu vois, c'est France logique, Football, ouais. France Football, ils ont eu un retard de ouf à venir sur le net. Pourquoi je prends France Football ? Parce que c'était le truc que j'achetais 2 fois par semaine, tu vois. Et à un moment donné, j'ai arrêté d'acheter parce que je lisais les informations sur Internet qui étaient beaucoup plus réactives. Donc, voilà. Donc non, je voyais pas. Et puis, bah, pareil, tu vois. Je parlais avec Mouloud et tout, et on fait pas mal de trucs ensemble et tout. Du clip ou des petites apparitions, tu vois, on est une bande de potes et tout, mais pour gaulerie, tu vois, pour moi c'est pour gaulerie. Bien sûr. Et il me dit mais tente un truc, et tout, envoie des trucs et tout. Et là il y a Canal Street, ils font leur première année, et ils parlent pas du tout de jeux vidéo. Canal Street, c'était le site de Canal+, c'était on va dire une des premières web TV au départ, parce qu'il y a eu une première saison où il y avait du direct et tout, qui parle des cultures urbaines. C'est-à-dire du rap, du graphe, de la danse, du hip-hop en général. Ouais, en faisant mes recherches, j'ai trouvé quelques VOD. Ça a souvent été pas des showcases, mais Ouais, on des a eu petits lives. il y avait Voilà, des des lives, sessions live, on avait plein de lives et tout. Des interviews un peu. Des interviews et tout. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont plus disponibles, Ouais. malheureusement, puisque c'était avant YouTube. Tu vois, c'était avant qu'on soit sur YouTube. Et c'était sur le player propriétaire Canal. Et donc, il y a Canal Street qui fait ça. Et je dis, vas-y, je vais envoyer une vidéo. Et là, je vais pas mentir, j'avais pas d'oseille pour acheter un truc pour faire de la vidéo. Ouais. Je me suis débrouillé comme j'ai pu pour avoir un caméscope numérique. Et je me suis filmé en faisant une chronique de jeux vidéo. C'était Red Dead Redemption. Le 1. Le 1. Et en face cam. Ouais. À l'époque, ça n'existait pas, tu vois. Donc je fais ça en face cam, j'ai rien. De toute façon, tu crois que je vais faire comment ? Donc je me dis, vas-y. Et Mouloud me pousse, tu vois. Il me dit, mais vas-y, envoie-le. Et j'envoie un mail. Et j'ai une réponse. Et ils me disent, écoute, est-ce qu'on peut se voir ? Oh. Et là, Le culot. Et là, je vais à Canal+. Bah, il faut savoir que le culot, d'abord, j'ai pas parlé de mes premières télés, mais c'était Game One, en fait. Ouais. Game One, je kiffais une émission qui s'appelait le Level One. Ouais, ça, Après l'époque de Marcus, tu vois, je kiffais déjà avec Marcus. Il y a eu Johan et Yannick, paix à son âme, et Julien aussi, Telouk. Et à cette époque-là, après je reviendrai juste sur Canal Street, mais à cette époque-là, pareil, je regarde ça, et c'est quand je suis dans mes années de... Bah, c'est début 2001, je crois, Ouais. où je passe mon bac par correspondance et tout. Et je regarde à mort Game One et je kiffe et tout. Et je kiffe l'émission. Et c'est au début d'Internet. Et naïvement, je me dis, hey, je leur envoyais un mail, parce qu'ils mettaient le mail, et je vais leur dire que je kiffe l'émission. Tu vois, mais vraiment, Juste ça. naïvement, tu vois. J'envoie, et ils me répondent.
Et ils me disent, premier truc qu'ils me disent, ouais, Sébastien Abdelhamid, ça nous a grave fait gaulerie ton prénom, tu vois. Et on commence à communiquer avec Johan et Yannick. Et à un moment donné, ils me disent, tu veux venir? Tu veux venir regarder les locaux et tout, machin? Jure. Je dis, avec plaisir. Bah ouais. Tu vois, j'arrive. Et pareil, j'étais en Khamis. Tu vois, j'arrive là-bas, en Khamis et tout. Je vais. Ils ont dû se dire, c'est qui ça encore? Ah ouais, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cet allumé? Et mais ils ont été archi gentils, tu vois. Bien archi sûr. bienveillants, archi gentils. J'arrive là-bas, on regarde et tout. Et je me rappelle, ils testaient Splinter Cell sur Xbox. Et là, ils me disent, mais tu veux faire l'émission avec nous? Je dis, ouais. On fait l'émission. Je me tape des barres. Et voilà, ils me réinvitent encore, une fois, 2 fois, 3 fois, et je fais quelques émissions avec eux. Et voilà, c'était là les premières télés à proprement parler, c'était ça, c'était Game One. C'est pour ça que je dis toujours, je suis super attaché à cette chaîne, et je regrette de jamais avoir fait quelque chose avec eux, parce que moi je marche énormément à l'affect, il y a toujours ce petit truc dans mon cœur qui fait que c'est un peu mes débuts, même si c'était de manière officieuse, c'est un peu mes débuts. Donc après, pour revenir à Canal Street, donc... j'ai un rendez-vous, et là, pour moi, c'est une claque de fou. C'est-à-dire que j'arrive à Canal+. Canal+. Grand bâtiment, un truc comme ça. Grand bâtiment de ouf. Canal+, à l'époque, pour moi, c'est ce qui se faisait de mieux. Tu vois, tu pouvais pas rêver mieux en termes de chaîne. Juste d'avoir la carte de visiteur avec mon nom dessus, avec marqué Canal+, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, waouh, je suis là. C'était limite déjà un accomplissement. C'est vrai que ça représentait déjà quand même une vraie entité, Canal. Canal, c'était un truc de fou à l'époque. On est en 2009. 2009-2010. 2009, parce que ma première saison, c'est 2010 avec eux. Et ça représente un truc de fou, tu vois. J'ai peur, je me dis, waouh. Parce que j'ai l'impression d'être un imposteur, en fait. Pendant longtemps... T'as l'impression de pas mériter ça? Mais Ouais. pourtant, attends, comment tu peux dire ça? Attends, Non. gros, t'as pris tes... Allez, t'as pris tes couilles, voilà, je parle de la manière qui est appropriée. T'as pris tes couilles, t'as fait une chronique sur un truc de jeu vidéo, tu l'as envoyé comme ça de but en blanc. Ouais, ok, t'as été encouragé par Mouloud, mais à ce moment-là, tu peux pas dire que t'es un imposteur. Non, parce mais que, dans le sens- en plus de provoquer la chose... Moi, si un gars, il m'envoie... Allez, je dis une connerie, un gars, il m'envoie un truc pour Zach en libre comme ça, bam, de but en blanc, il provoque la chance et d'un coup, il vient à l'émission. C'est pas un... Non, mais quand je dis j'avais l'impression, c'était que, tu sais, comme j'ai pas suivi un cursus journalistique, Ouais. moi, à cette époque-là, je pensais encore que les journalistes, forcément, ils avaient fait une école de journalisme. Ok. Tu vois, dans ce sens-là. Et on me l'a fait un peu ressentir au début, tu vois. Tu vois, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas été à la fac, j'ai pas fait de scolarité qui va dans ce sens. Ouais. C'est-à-dire que je me suis formé moi-même, j'ai appris avec mes yeux, avec mes mains, avec mon entourage, avec le cœur surtout. Ouais, comme Et donc toi, j'arrive c'est là-bas, je fais le rendez-vous et je rencontre deux personnes super bienveillantes, Ouais. Gilles et Yuri. Et il y en a un qui est chez Red Bull maintenant et un autre qui est chez Arte. Et Ils ont bien... ouais, non, très très bien. Et Gilles me dit, écoute, on kiffe ton univers. Déjà, quand il m'a dit ça, je me dis, de quoi il parle? Tu vois, moi, je me dis, de mon univers. On dirait que t'as un projet, Je t'es te un jure, artiste. frère, c'est juste moi. Hein. C'est moi devant la caméra, je t'ai parlé de Red Dead Redemption, j'étais avec mon chat et c'est tout. Et il me dit, on aime beaucoup ton univers et tout, mais on n'a pas de budget en fait. On n'a pas d'argent pour. On aimerait bien te donner une chronique et tout, mais on n'a pas d'argent. Et là, je me dis, mais attends. Je dis, je peux pas laisser passer ça. Ah ouais. Et je dis, mais écoutez, là, pour le moment, venez, je fais gratuit. Ils me disent, non, c'est pas possible, machin et tout. C'est impossible contractuellement, en termes de droit, c'est pas possible et tout. Je dis, waouh. Donc, je rentre chez moi. Ils me disent, mais tu sais, si on a un budget dans le futur, on pensera à toi et tout. Et je le vis. Déjà, il faut savoir que entre le mail qui me dit, on se voit, et le rendez-vous, il se passe 1 mois et demi. Et Gilles devait m'appeler. Pendant 1 mois et demi, je dormais plus la nuit, j'attendais que ce coup de fil. Vraiment. Parce que pour moi, je voyais ça comme Une porte d'entrée, pas une porte d'entrée, de sortie. une porte de sortie. Ok. Vraiment. Une porte de sortie avec la difficulté plus que ça, tu vois, avec tout ce que ma vie a pu être par le passé. Je voyais ça comme une porte de sortie, et oui, comme une porte d'entrée vers une autre vie. Et donc voilà. Et donc on se quitte là-dessus, et moi, même dans ma tête, je réfléchis. Je leur envoie un mail, je dis, écoutez, venez, on essaye, je bosse pendant 1 an gratuitement, une saison gratuite. Si ça marche, vous me donnez un contrat. Et Gilles me dit, non, c'est pas possible, on peut pas, machin et tout. Il me recontacte 1 mois après, il me dit, on a peut-être trouvé une solution, Ok. une petite pirouette. Il me dit, écoute, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais pas de cadreur, rien, et c'était pas comme maintenant. Maintenant, tu vois, tu as ton téléphone. À l'époque, non.
J'avais même pas d'iPhone, tu vois, à l'époque. Et j'avais une GoPro. Et j'ai fait plein de trucs pour eux. Je me filmais seulement avec la GoPro. La première Paris Games Week, je suis avec la GoPro. Tu vois, je me filmais avec la GoPro. Je faisais des salons de manga, de trucs et tout. Ça se faisait pas à l'époque. Et je faisais ça. Tu faisais quoi? Tu présentais les salons? Tu Je présentais les salons, mais je faisais des. En fait, je m'amusais. Des gens, t'avais quoi? T'avais la GoPro qui faisait comme ça, là? Mais même pas, je l'avais dans ma main. Ah ouais! J'avais dans ma main. J'avais dans ma main. Après, j'ai pris. Enfin, tu vois, c'était à l'arrache totale. Et je me tapais des barres avec le cosplay. Tu vois, à l'époque, le cosplay, c'était pas répandu comme maintenant. Tu vois, il y avait un mec en cosplay, je me moquais pas de lui. Je rigolais avec lui. Tu vois, vraiment, c'était un truc, on partageait un moment. Tu vois. Et ça a plutôt bien marché. D'accord. Et en même temps, j'écrivais des articles encore sur Canal Street, tu vois, puisqu'il y avait le site, tu vois, au-delà de la vidéo, il y avait encore les articles. Donc j'écrivais plein d'articles sur le jeu vidéo, sur les sneakers, déjà. Voilà. Et au bout d'1 an, ils me disent, bah écoute, on va te proposer un contrat. Ouh. Et là, tu vois, je vais pas te mentir, hein, le contrat, en net, je touchais 1002, tu vois. Mais pour moi, c'était un truc de fou. C'était un accomplissement. C'était un truc de fou. Je me suis dit, alhamdoulilah, ça y est, je suis déjà là. Maintenant, à moi de faire le reste, tu vois. Et je me faisais toujours petit, tu vois. Je me faisais toujours petit. Je voulais montrer, tu vois, que j'étais pas quelqu'un de prétention en disant, ouais, vas-y, je suis là, maintenant, ça se passe comme ça, comme ça. Ouais, comme maintenant ça. que je suis un arrivé, quoi. C'est ça. Et donc, je fais la première saison d'une émission qui s'appelait Street Player, où là, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Premier épisode, j'invite des gens. Premier épisode, c'est avec Booba. On fait de la lambeau sur un circuit. Le concept, c'était de mêler le jeu vidéo et la réalité. On fait de la lambeau sur un circuit avec Booba. On le voit, il se tape des barres et tout. On a passé un super moment. Et après, on joue à Need for Speed et tout. Après, j'invite David Hallyday à... Il a fait de la lambeau avec Booba sur un circuit avant d'aller jouer à Need for Speed. C'est quoi ça? Redit comme ça, là, attends, mais tu sais que je t'écoutais et là je fais attends, mais j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Ah, il est grave bon délire, on s'était tapé des bonnes barres. Après, j'invite David Hallyday sur SingStar à chanter du Nas, tu vois. Et à chaque fois, en fait, j'écrivais un petit scénario dans la vidéo, tu vois. Donc c'était plus un sketch c'était pas une chronique, c'était un sketch. Après, il y a Eric Judor qui vient, il me fait un kiff de ouf parce que je suis grave fan. Je le retiens 3 heures, Mesken. Pendant 3 heures, Mesken, je lui ai fait faire n'importe quoi. Pour un jeu qui s'appelait Into Movies, un truc absurde. Il s'était prêté au jeu. Il s'est prêté au jeu de fou. Enfin, je fais des trucs improbables. Et je fais un truc aussi improbable, je ramène Morsaille. Ah bah tiens. Qui, c'était ça. Je sais qu'il y aurait 2011. Rien t'arriver. Et encore là, on voit le côté où vous jouiez. Ouais. Accident, mon vieux. J'espère que tu conduis mieux dans la vraie vie. Tu vas voir, c'est quoi un pilote. Et on se tapait des barres de fou. Franchement. Ah, c'est stylé quand même, hein. Ouais, pour l'époque, on était pas mal. Ça me fait tellement chelou de revoir ça maintenant. Moi, c'est des bons souvenirs de fou, tu vois. Bien sûr. De fou, on a vraiment bien rigolé et tout. Et voilà. Et donc, ouais, je ramène Morsaille. Et là, je me dis, Morsaille, juste, je fais vite fait un truc sur lui. Alors, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un mec qui était connu, qui s'est fait connaître par des insultes. En disant n'importe quoi. Archi hardcore. À l'époque, c'était que ça. Et moi, je me dis, mais ce mec-là, il nous affiche, en fait. C'est pas bien ce qu'il fait. Bah oui. Tu vois, parce que il donne pas une bonne image et tout. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, pour rigoler, il y a Yuri qui me dit, bah vas-y, fais une émission avec Morsaille et tout. Je dis jamais de la vie. Et là, je dis, attends, je vais faire un truc. Il y a peut-être un truc. Où je vais le mettre en galère et tout. Et je vais rencontrer Morsaille. Et je m'aperçois qu'en fait, le mec, c'est le mec le plus gentil du monde. Il est hnine de fou. Mais de fou, de fou, de fou. Donc, de base, je veux faire un truc pour lui faire comprendre qu'il fait n'importe quoi et pas l'afficher, mais un peu le mettre en face de ses conneries. Et je me retrouve en face d'un mec qui est archi gentil. Et là, je suis honnête avec lui parce que moi, je suis franc. Je dis, écoute, franchement, c'est pas bien ce que tu fais. Parce que... Il me dit, franchement, il me dit, oui, t'as raison. Il me dit, t'as raison. Il me dit, et je lui dis, bah, viens, on fait un truc ensemble. Il me dit, ok, je fais ce que tu veux. Ah ouais? Il me dit, je fais ce que tu veux. Je dis, bah, parce que moi, je voulais te déguiser en Batman. Il me dit, d'accord. Je dis, mais il faut pas une insulte. Je dis, je te promets, il y aura pas une insulte.
Et à partir de ce moment-là, je ramène Morsay déguisé en Batman et son frère en Robin, Zaef, et on se tape une vidéo de malade qui, à l'époque, franchement, avait fait du bruit. Mais pareil, c'était pas sur YouTube à l'époque. Ah, bien sûr. Mais ça n'a pas le même impact qu'aujourd'hui. Après, ça a été remis sur YouTube par la suite. Mais où on se tape des barres et tout, et où là, il y a un changement d'image pour Morsay, où il commence à faire des trucs gauleries. Donc voilà. Donc Canal Street, archi important pour moi. C'est un élément fondamental dans ma vie d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça a l'air d'être quand même un bon souvenir. Tiens, regarde. Ah ouais, ouais. C'est toi le directeur de Canal+, des programmations des films? Directeur de... Ouais, voilà, à peu près ça. Oui, c'est moi, oui. Bonjour. Bonjour. Je suis venu, moi et mon frère, on a fait un film qui s'intitule La Vengeance. Oui, c'est bien. Il a été boycotté par les Illuminati. Je t'ai ramené un truc pour que tu le voies. Et tu sais quoi? Je veux que tu me produis mon prochain film. Parce que Marine Le Pen m'a boycotté dans mon film. Merci la régie. Franchement, vous avez fait quand même des vrais trucs. Hein. Ouais, après, moi, tu vois, tout ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est le côté créatif. C'est-à-dire que je veux raconter quelque chose. J'aime beaucoup le sketch, j'aime beaucoup l'acting, etc. Donc, ce que je veux, à chaque fois, on a scénarisé le truc. Après, on a fait une autre émission qui s'appelait Le Superstore. Ouais. D'ailleurs, c'est la première saison, elle est produite par Canal, mais après, la deuxième saison, elle est produite par... Attends, est-ce que... Non, dès la première saison, c'est produit par... Mouloud me dit, écoute, je veux te produire. Il monte sa boîte de production pour produire le Superstore. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui produit Click, tu vois. Et donc, je suis archi fier de ça. On fait le Superstore. Et pareil, le Superstore, c'était une chronique de jeux vidéo. Ouais. Mais on met avec un invité, mais avec des sketchs dedans, scénarisés, etc. Parce que parler pour parler, c'est intéressant dans un certain contexte. Mais moi, j'aime la créativité, j'aime écrire les choses, raconter de manière différente, etc. Là, c'était pour la sortie de la PS4 avec Gringe et Aurel. Donc voilà, on se tapait des barres. Tu vois, la calvitie, je me rasais les cheveux à l'époque. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'ai pas fait d'implant, hein. Je rassure tout le monde. C'est vrai que je te reconnaissais pas exactement là. Ah non, j'ai l'impression que c'est une autre vie, tu vois. Ouais. Et à cette époque-là, tout change. Franchement, tout change. Y a Click qui va se créer. Je commence après à partir sur France 4 aussi, pour On n'est plus des pigeons. Quoi déjà? Ah oui, On n'est plus des pigeons. Ouais. Ouais. Ce que j'allais dire, dans la même veine, tu as aussi lancé la chaîne YouTube L'Emmerdeur. Ouais, ça c'est après. Hein. Ouais, je sais que c'est après. Ouais, mais... Ça a 2 ans, si je dis pas le bêtise. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ouais, parce que ça part d'abord de On n'est plus des pigeons. On n'est plus des pigeons. On vient de quelques caméras cachées. Ouais, on a fait 3 ans, tu vois. Ouais. On était en prime. À 20h50 toutes les semaines, je deviens co-rédac chef de l'émission. On vient me chercher pour me dire vas-y, on te veut pour une émission de consommation. D'accord. Déjà, on vient me chercher, je suis archi flatté. On est venu te chercher vis-à-vis de ce que tu avais fait sur Canal Street pour te mettre sur France 4. Et là, je dis mais une émission de consommation, frérot, c'est pas moi. Ouais, je comprends pas. Quel est le rapport? Il me dit écoute, viens. C'était le début, hein, il y avait eu une seule émission qui était faite. On me fait venir dans la deuxième, je dis ok, machin et tout, et ils me disent faudrait que tu aies une chronique à toi, et on commence à parler, et je vais dire la vérité, c'est que quand on a le concept de la chronique s'appelait L'Emmerdeur, la rubrique s'appelait L'Emmerdeur. En gros, c'est démontrer par l'absurde les promesses des marques ou des publicités. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas me dire... le truc le plus basique, hein. La table elle est incassable, je vais te la casser, mais de la manière la plus stupide possible. Mais il n'y a pas que ça. Après, il y a des sujets plus sérieux, plus importants, l'accès aux handicapés, il y a plein de choses qui sont un petit peu plus... Enfin voilà, on peut être très sérieux comme on peut être très léger aussi. Okay. Et donc, on a le concept. Le concept, je trouve ça cool. Après, on me dit, ah oui, ça c'est Facebook aussi, mes grands amis. Et on me dit, comment on va l'appeler? Et là, on s'arrête sur L'Emmerdeur. Mais moi, ça me posait problème. Pourquoi? Parce que c'est un gros mot. Ouais. Et tu vois, moi, dans tout ce que je fais, j'évite les gros mots, etc. Parce que je veux toujours que mes programmes soient visibles par les enfants, par les plus petits, et d'abord par mes propres enfants, tu vois. Et L'Emmerdeur, chez moi, par exemple, tu vois, mes enfants, ils disent pas L'Emmerdeur. Ils disent l'ambipeur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une autocensure. Parce que, voilà. Et donc, moi, ça me dérangeait grave. Je me disais, l'emmerdeur et tout. Et puis, ça a une connotation négative, tu vois. Et au final,
c'est devenu quelque chose de super positif. Franchement, je trouve que c'est positif. Effectivement, je comprends le point de vue, mais le mot l'emmerdeur, il est un peu à double face, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a le côté négatif qu'on lui prête, mais vu que c'est pour une bonne cause, bah, c'est quand même pas mal. Ouais, voilà, et tu vois, on n'est plus des pigeons, c'est super important encore dans ma vie parce que ça continue encore sur le digital de France Télé. Ouais. Et super important parce que ça m'a permis aussi d'être en prime, tu vois, sur une chaîne de la TNT. Gagner du pédigré, ouais. Voilà, et là où j'ai eu du mal, c'est que les gens, après, me reconnaissaient, et encore aujourd'hui, me reconnaissent parfois que pour l'emmerdeur. Alors je leur disais, mais attends, je fais d'autres choses aussi, c'est pas que ça, tu vois. Faut suivre. Et voilà, tu vois, mais en fait, j'ai accepté ça, et je m'en accommode parfaitement. Et ce qui est aussi drôle, c'est que mon public, entre guillemets, c'est élargi de fou. C'est-à-dire que j'ai des gens, des dames de 65 ans, des fois, qui viennent me voir, et qui me disent, ouais, on aime beaucoup et tout, continuer, machin et tout. Et comme j'ai des enfants super jeunes. Ouais. Et ça, je trouve ça super cool. Et toutes les classes sociales confondues. De 7 à 77 ans. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça archi génial. Et à un moment donné, moi, je décide d'arrêter l'émission. Bah, l'émission s'arrête. Et parce que je pensais avoir fait le tour, en fait. Et à côté, tu vois, je fais clic, je fais plein de choses, j'ai plein de projets perso aussi qui me tiennent à cœur. Et à un moment donné, je me rends compte que ce qui est important aussi, c'est le temps. Et le temps, j'en ai besoin aussi pour ce qui est ma vie à moi personnelle. Bien sûr. Et donc j'arrête. Et l'émission s'arrête. Et là, pendant 1 an, il n'y a pas une journée où il n'y a pas des gens qui m'en parlent. Qui me disent, ah non, franchement. Et même aujourd'hui, les gens qui ne savent pas que ça a repris sur Slash, ouais. ils me disent, ah non, vraiment, on est dégoûtés et tout. Et je vois l'amour qu'ils ont pour le programme, on n'est plus des pour le pigeons. programme, pour l'emmerdeur et tout. Je me dis, waouh, ça me touche, tu Ouais, vois. bien sûr. Je dis, ouais, je réfléchis et je dis, vas-y, je vais le relancer, mais sur YouTube et pour quelque chose de différent, quoi. Ouais, bref, parce que j'allais dire, avec ça, tu avais promis de reverser tout l'argent généré à des associations. Ouais, alors j'avais promis, mais j'ai tout gardé pour moi. Non, je plaisante. Le voleur. Non, mais ouais, non, voilà, c'est ça l'idée de base, hein, c'est se dire de faire ça, mais d'être utile en fait. Pas de faire ça pour faire ça. Tu vois, j'ai rien à. L'argent de YouTube, c'est bien, mais je vais pas mentir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je gagne bien ma vie. Bon. Donc, l'argent que je vais générer, je savais pas combien ça allait générer. Je savais pas si ça allait marcher. Je savais pas. Et j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que ça bide, tu vois. J'avais plus le soutien de la chaîne, j'avais plus le soutien de la prod. Tu vois, j'y vais tout seul. Et donc, je décide de relancer ça et j'explique. Je dis, écoutez, toute la monétisation, soit je la reverse à une association, soit j'utilise l'argent pour acheter des nécessaires et de la nourriture pour les SDF. Je fais une première vidéo, elle marche bien. Ce que je fais, c'est que j'achète tout ce qu'il faut pour constituer des sacs de survie, Ouais. Couverture chauffante, des chaufferettes pour les mains, pour les pieds, des kits d'hygiène, quelques trucs à manger, voilà, pour bien faire sûr. un petit sac à Ça dos sort vraiment de petits sacs de première Très nécessité. modeste. Ouais. complet pour pouvoir donner à des gens qui en ont besoin. Et là, je me dis, bah, en fait, je vais faire participer ma communauté. C'est-à-dire que je vais proposer aux gens de venir avec moi faire ça. Donc, à chaque fois, je fais un post sur les réseaux sociaux et je sélectionne quelques personnes. On ne peut pas être trop nombreux parce que je vais être très transparent. De toute façon, je suis archi transparent. Je montre tout, c'est-à-dire l'argent de la monétisation. Je montre à chaque fois. Par vidéo, c'est environ entre 1000 et 1200 euros. Ouais. Donc voilà. Donc j'aimerais être plus régulier, en faire beaucoup plus, mais c'est le temps et les moyens. C'est vrai que j'ai vu que tu avais du mal à être un peu régulier Ouais. dessus. Ouais. Donc là, ça y est. Là, j'ai repris de manière régulière. Ouais. Là, j'en ai sorti une il y a 1 mois. Ouais. Là, il y en a une autre qui va arriver là. Et donc, je vais dire tous les mois. Et donc, je propose aux gens, avec cet argent, j'achète en amont, je fais des sacs en amont, et comme ça, on fait la distribution ensemble. Ouais, la maraude. Et ça permet... je me substitue pas du tout aux associations, parce qu'à côté de ça, j'accompagne des assos, etc. Faut bien être clair là-dessus, c'est-à-dire que le travail qu'on peut faire individuellement, il sera jamais aussi important que le travail associatif. Là, ce que ça permet de faire, tout simplement, ça permet aussi à des gens de ma communauté qu'on se retrouve, qu'on crée du lien ensemble et qu'on fasse une action et qu'on donne un petit peu voilà, un petit peu aux autres. Ouais. Tu vois, qu'on arrive à essayer de redonner un petit peu de ça aux gens qui en ont besoin. Et c'est assez cool. Et je tiens à le dire, je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas pour faire du name dropping, mais j'ai des gens connus, Ouais. parfois très connus, qui m'ont contacté par rapport à ça et qui viennent faire les distributions avec moi, tu vois, de manière totalement anonyme. Et ça, je trouve ça cool, tu vois.
Tu vois, il y a Oui, pas de- sans aucune presse en il retour. n'y a pas de rien. fame à avoir, etc. Et je le dis, et ça c'est important, je le précise à chaque fois, c'est qu'il n'y a aucune, moi je retire aucun crédit de ça, parce que pour moi, cet argent-là, c'est l'argent des vues, c'est-à-dire que le mec qui va regarder la vidéo de l'emmerdeur, bah, il passe, j'espère, un bon moment en la regardant, mais en même temps, il fait un truc cool. Donc c'est pas mon argent, c'est leur argent. Donc il n'y a pas parce que ça peut être vicieux, tu vois, tu peux essayer de retirer quelque chose, un bénéfice d'image ou là-dedans, une image, etc. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Ça, on s'en fout. C'est les gens vraiment qui regardent les vidéos, Au cœur de la chose. c'est ça. Je veux dire, même si t'as pas forcément la même facette sur tous les réseaux, par exemple sur Insta, t'es le grand sneakers addict au plus de 500 paires. T'es quelqu'un, globalement, et on peut le voir aussi sur Twitter, de très engagé. Qui assume un petit peu ses paroles et son engagement sur pas mal de choses. Ouais. Moi, je me rappelle encore des tweets que tu as pu avoir récemment sur plusieurs sujets, comme par exemple avec Julien Audoul ou des trucs comme ça. Et en fait, ce que j'allais dire, ça, couplé avec la notoriété que tu as et que tu t'es construite au fur et à mesure des émissions et des choses que tu as menées, est-ce que ça t'a permis de porter et de faire des choses qui te tiennent à cœur, genre des projets un peu à l'image de l'emmerdeur qu'on vient d'aborder, mais qui servent des causes qui te tiennent à cœur. Et à l'inverse, est-ce que ça t'a fermé des portes? Alors, on va commencer par le positif. Ouais, complètement, ça, bien sûr, bien sûr. Après, avec, entre guillemets, vraiment le tout petit écho que je peux avoir de par mon travail, de par ma communauté, etc. Et les réseaux sociaux, ça a tout changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, si tu as envie de passer un message, tu peux le faire à travers Twitter, à travers Insta, d'une manière différente. Bref, à travers les réseaux sociaux, là où avant, tu avais besoin d'une tribune presse ou télé, etc. Donc, en fait, je me suis toujours dit, comme je te disais depuis le début, je ne calcule pas. C'est-à-dire que moi, je suis un mec qui marche au cœur. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois quelque chose qui me chiffonne, une injustice, quelle qu'elle soit, peu importe et la communauté que ça touche, la personne que ça touche, etc., ça me prend aux tripes. Vraiment, hein, je te dis vraiment. Je me dis, si je peux apporter quelque chose modestement, ou en tout cas faire entendre mon point de vue, je le ferai. Et parfois, ça a marché, et je suis content. Ça a eu des répercussions parfois sur des choses importantes, notamment sur certaines situations pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. C'était très important. Comme je le rappelle, moi, mes deux parents sont handicapés. Ils ne sont pas handicapés moteurs, mais ils sont handicapés les deux. Et donc voilà, par rapport à certaines choses... Des associations font appel à moi parfois pour partir en voyage humanitaire pour mettre en avant, non pas moi pendant le voyage, mais leurs actions. Ouais. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que là, je vais en parler, j'ai pas encore communiqué dessus, mais là, on va partir en Jordanie. D'accord. Et ça, c'est cool qu'on en parle ensemble. Je vais partir en Jordanie avec un groupe de personnes, avec notamment BSF, Bibliothèque Sans Frontières, dans un camp de réfugiés, pour organiser un tournoi de jeux vidéo pour les enfants réfugiés. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ouais, mais pourquoi un tournoi, c'est sur FIFA, pourquoi un tournoi? Tout simplement parce que ces enfants-là, ils vivent dans le camp. Parfois, ils sont même nés dans ce camp. Ils ont besoin de se divertir. Ils ont besoin de s'aérer l'esprit. Et de ne pas connaître que ça. Ouais. Exactement. Il y en a, ils ont vécu toute leur vie dans le camp. C'est un camp de réfugiés. C'est un truc hardcore. C'est une ville dans le désert. Et c'est que des réfugiés, majoritairement syriens. Et donc c'est MSF, donc BSF, Bibliothèque Sans Frontières, qui fait plutôt des actions, on peut les connaître pour l'accès à la culture, notamment sur le livre, mais c'est quelque chose qui s'est démocratisé. Aujourd'hui, s'ouvre aux jeux vidéo, c'est la première fois où ils vont faire une action avec du jeu vidéo. Et je suis très très content, je vais communiquer là très vite sur les réseaux là-dessus, parce qu'il faut vraiment... mettre en avant cette action. Parce que le jeu vidéo, il est décrié tellement au quotidien. Moi maintenant, quand même, j'ai l'impression. Moi maintenant. Même si récemment, il y avait encore il y a encore une campagne. Avec Bob, moi maintenant, je suis d'accord avec toi. Mais c'est encore quelque chose de persistant, malheureusement. Mais pour moi, le jeu vidéo, déjà dans ma propre vie, ça m'a sauvé à de multiples reprises sur plein de choses. Et ça permet aussi d'offrir quelque chose à des enfants, créer un environnement qui leur permet de s'évader, etc. Donc voilà, donc ça, tu vois, mon métier, ma communauté, etc., me permettent de mettre en avant ce genre d'action. Ça, j'ai aussi l'action d'associations pour lesquelles j'ai été dans des camps de réfugiés aussi. C'est des Bassé avec Uma Charity, je crois. Ouais, en Italie.
Je devais aller au Soudan à la base, mais j'ai pas pu pour cause de papier. Donc je suis parti en Italie, là où, franchement, j'ai rencontré des gens, c'était hardcore. Des gens qui venaient tout juste de sortir de l'esclavage. Des membres cassés, tu vois, c'était dans leur peau, dans leur chair, tu vois. Au plus profond d'eux, ouais, ils avaient les t'avais- stigmates de ce qu'ils avaient vécu. Il y a une maman, elle a perdu ses enfants pendant la traversée. T'es obligé de chialer. Tu Ouais, vois. c'est dramatique, ouais. Ça touche, tu vois. Toi, t'es chez toi, t'as ton petit confort, etc. Moi, j'ai toujours, tu vois, alhamdoulilah, je vis bien, grâce à Dieu, je vis bien aujourd'hui. Mes enfants, ils manquent de rien, ils ont à manger, on a un toit, on peut se faire plaisir, on a du loisir, etc. Mais je peux pas oublier que c'est pas pour tout le monde la même chose, tu vois. Je peux pas, c'est impossible pour moi. Je peux pas me dire, voilà, faut essayer de donner de la lumière. Et tu vois, tous les gens, tous les bénévoles qui se tuent pour ça, j'ai tellement de respect Non, pour eux. franchement, je vais être honnête avec toi, Tellement. c'est des actes louables, tu vois. Il y a plusieurs opinions politiques et des gens qui pensent pas mal de choses, mais ce genre d'action qui est fondamentalement, tu vois, bien, ne serait-ce que dans sa réalisation et même humainement et dans ce qu'elle permet de faire, c'est une bonne chose. C'est pas critiquable. Et encore une fois, tu vois, tu l'as dit, je suis parti avec Ouma Charity, là je pars avec BSF. Moi, je vois pas un truc communautaire, tu vois. C'est-à-dire que je fais des trucs avec le Secours populaire, j'ai fait des trucs avec le Secours catholique, version à l'étranger. Jamais je me bloquerai là-dessus. Tu vois, moi, parce que parfois, on va communiquer sur, par exemple, je fais des trucs avec le Secours islamique, tu vois. Je communique sur le Secours islamique, ça ne veut pas dire que je ne vais pas communiquer sur autre chose qui n'est pas de clergé, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire en disant clergé. On est au-delà de ça. Je veux dire, l'humain, ça traverse toutes les différences et il n'y a pas de... Je veux dire, il y a une association... peu importe la cause, à partir du moment où elle est louable, il faut la mettre en avant. Donc voilà, moi je suis heureux de ça, tu vois. Si modestement, encore une fois, j'ai pu aider à un moment donné Faire une à différence un truc, tant mieux. Et voilà, donc j'essaie de répondre quand même au maximum aux assos, etc. Et du coup, est-ce qu'à l'inverse, négativement, ouais, écoute, tu vois, j'ai cet engagement un petit peu avec les pensées... très récemment, je vais te dire la vérité, très récemment, ce qui s'est passé avec Julien Audoul, t'en parlais, avec le fait qu'il invective une mère de famille qui portait le voile, etc. Moi, ça m'a choqué. Humainement, ça m'a choqué. J'ai été sollicité par de nombreux médias pour m'exprimer parce que je m'étais exprimé sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai décidé de faire un plateau. J'étais à BFM TV, chose que j'ai jamais fait de ma vie auparavant. Ouais. Et je l'ai bien dit, j'ai dit, j'en fais un, je ferai juste ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Faut savoir qu'après, ouais, il m'est arrivé des trucs, beaucoup de coïncidences, pas très cool. C'est-à-dire que ça a eu des impacts directs sur mon travail. Des répercussions. Des répercussions vraiment même importantes. C'est-à-dire que quelques jours après, on m'a retiré certaines accréditations que je pouvais avoir dans certains endroits sous prétexte de la sécurité. Très bien. Chose que j'avais jamais eu de souci avant, avec des partenaires importants, je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas les incriminer. Mais c'est pas le but non plus. Voilà, avec des partenaires avec lesquels je travaille depuis toujours. C'est eux qui m'ont contacté, ils m'ont dit, ouais, on est choqués et tout, voilà, on a eu un coup de fil. Juste après, tu vois, juste après ça. Juste après ça, j'ai eu plein de choses qui se sont faites comme ça. Tu vois. Après, au demeurant, ouais, mais je sais que mes prises de position, parfois, peuvent être problématiques pour certains aspects même de mon travail, tu vois. Je sais que ça m'a fermé des portes. Tu vois, je vais te dire la vérité, au début où je vais à France Télé, le premier rendez-vous que je fais à France Télé... Tu n'es pas là en cramis. Non, c'était pour une petite douane. Non, pas à cette époque-là, j'avais compris. Mais j'avais une barbe peut-être un petit peu plus longue que celle-ci. Et je rencontre la meuf qui s'occupait des programmes à l'époque et tout. J'étais avec le mec qui m'avait ramené, donc directeur des divertissements. Et elle me dit, oui, mais là, il faudra raser votre barbe. Et elle est super mauvaise ambiance avec moi. Et je vois qu'il y a quelque chose qui l'a... Il y a un truc qui la tracasse. Elle me dit, non, il faut raser la barbe, machin et tout. Et par respect pour mon interlocuteur, je suis pas parti comme ça. Je dis, non. Alors on travaillera pas ensemble. Moi, c'est fait têche juste après, tu vois. Donc,
Mais, mais voilà, tu vois, il y a plein de choses. Et sur les réseaux sociaux, je sais, moi, on m'a déjà dit, ah ouais, attention, telle marque, ça va être problématique pour travailler avec elle, si, Ouais, tu vois. Mais je vais pas mentir. Il y a quelque chose qui me choque. Mais bien sûr, je vais en parler. Non, c'est juste que par exemple, il y a certaines personnes qui peuvent faire le choix. Après, c'est aussi peut-être pour d'autres un manque de courage, tu vois, mais d'être un peu plus effacés sur leur Ah, engagement mais complètement. ou sur leur cause, tu vois. Mais moi, Regarde, moi, par exemple, j'ai des opinions et j'ai des choses que je pense, mais effectivement, j'en parle beaucoup moins, ne serait-ce que par choix. Peut-être aussi par manque de courage, mais aussi par choix, parce qu'il y a certaines choses que je pense, j'ai peut-être pas envie, et notamment sur des plateformes qui sont peut-être pas dédiées exactement à ça, comme Twitter, tu vois, de me lancer dans des débats avec certaines personnes, j'ai ni le courage ni l'envie, et j'ai peut-être jamais eu également, tu vois, la plateforme pour pouvoir exprimer et parler de ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ai pris mon exemple bête, parce que moi, je ne parle rarement de ces sujets publiquement, mais il y a des personnes qui ont un engagement qui est un peu plus faible, un peu plus caché, voire un peu plus effacé, et ça demande pas des couilles, mais ne serait-ce qu'une volonté pour être aussi engagé et l'exprimer de manière moi, je respecte. Hein. vocale, tu vois. Moi, je respecte les gens qui s'expriment pas. Enfin, tu vois, à aucun moment donné. Non, c'est bien que tu l'aies dénigré. Non, mais je veux dire, c'est important de le dire aussi. Tu vois, je suis pas dans le jugement. C'est après au ressenti de chacun. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, je suis pas dans le calcul. Et pour moi, Twitter, c'est une plateforme très importante pour moi dans la discussion. Ouais. Et c'est ma plateforme préférée. Hein. Insta, j'aime bien, mais tu vois, il y a moins de dialogue, c'est des photos, etc. Ouais, c'est une autre facette, tu vois. Mais Twitter, on prend la température directe. Tu vois, tu sais qui dit quoi, pourquoi, etc. Tu veux passer un message, tu peux le faire. Et pour moi, ce haut-parleur, il est archi important. Donc je me dis, il y a quelque chose qui me dégoûte, il y a quelque chose qui me fout les boules, bah ouais, je vais le dire. Alors après, je suis pas là à me plaindre tout le temps. C'est-à-dire quand il y a des choses de belles choses, des choses qui me font plaisir, des choses qui me font kiffer, des initiatives que je trouve extraordinaires, et ben j'en parle aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être que dans le négatif. Bien sûr. Il faut équilibrer les choses. Et voilà. Maintenant, oui, moi, pour moi, limite, c'est limite naturel. C'est-à-dire que je me dis pas, ah, il y a eu ça, il faut que j'en parle. C'est-à-dire que je vois un truc qui me... Je dis, mais attends, c'est pas possible. Ouais, je vois. Je dis, bah attends, tout de suite, je fais un tweet. Et je parle avec mon cœur, limite, mon cerveau, il est en second, tu vois. Ouais. Alors, parfois, il faut faire attention, parce que trop parler avec le cœur, ça peut être compliqué. On peut dire des choses parfois qui sont trop vives, etc. Maintenant, je reste toujours dans la modération, et j'estime en tout cas ne jamais avoir choqué quelqu'un, insulté quelqu'un, ou dit quelque chose de dégradant pour quelqu'un, parce que je suis toujours dans le respect de la personne, Je vois. peu importe celle-ci. Click s'est lancé il y a quelques mois maintenant sur... La chaîne, Ouais, la chaîne. ça fait 1 an, Ça fait 1 an maintenant. ça y est. Pile, à peu près. Ouais, on a fêté les 1 an il y a 1 mois et demi, quelque chose comme Donc, ça. Click s'est lancé il y a 1 an, du coup. Tu as eu plusieurs émissions dessus ou t'as que dans la légende? Non, cette année, je fais que dans la légende. Ce que j'allais dire, dans la légende, c'est un petit peu de tout. Tu parles de jeux vidéo, animés... t'es un Pop culture. Voilà, pop culture, t'es aussi un passionné de sneakers, t'es Ouais. un petit peu engagé. Est-ce que tu te vois en fait garder ce côté urbain pour encore tout le reste de ta carrière? Parce que quand on fait un peu le lien de tous ces thèmes, on retrouve un peu la même chose. Ouais. Et je dirais pas, parce que c'est un mot qui va avoir une connotation négative, que c'est ton fond de commerce, mais c'est ce qui t'anime. Non, mais en fait, c'est moi. Alors, pour moi, je ne prendrais même pas le terme urbain, en fait. C'est aujourd'hui, tu vois, les gens de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir m'habiller comme je veux. Par exemple, si on prend le côté vestimentaire, de m'habiller comme je veux dans mon taf. Et bah ça, c'est ce que je porte dans la vie. Je kiffe les sneakers, donc je peux en mettre au boulot, je peux en mettre sur toutes mes Il émissions. y a d'ailleurs une Je suis super bien content. paire. Ouais, une petite Travis AG1, très très content de cette paire. Et voilà, non, je me fais plaisir. Et après, en fait, mes émissions, c'est moi. C'est-à-dire que même dans l'emmerdeur, j'étais habillé, tu vois, comme ça. J'avais mon vocabulaire, j'avais ma manière de parler. C'est tout simplement, quand je rencontre des gens, tu vois, qui me connaissent qu'à travers la télé ou Internet, etc., ils me disent « Ah ouais, mais en fait, t'es pareil dans la vie, etc. » Je dis « Bah ouais, moi, je joue pas un rôle. » C'est-à-dire que je joue pas un rôle. C'est-à-dire que comment je vais te parler sur les réseaux sociaux, c'est comment je vais te parler dans la vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un, et c'est tout le temps ça, vraiment vient et, tu vois, m'apporte quelque chose de positif quand on se rencontre, etc., mais évidemment, moi, ça me fait plaisir. Donc, je vais partager quelque chose de positif aussi avec toi. C'est important. Donc, ouais, moi, je compte, en tout cas, tout le long de ma carrière, rester moi-même. Après, ça ne veut pas dire ne pas évoluer. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, j'ai évolué. Tu vois, dans la légende,
Je suis archi content de faire cette émission, je le redis. On est à la 2e saison, mais cette saison-là, c'est la bonne pour Ouais. moi. On a changé. Genre le produit est fini, Voilà, beaucoup plus vraiment. travaillé. Alors, il y a encore du travail, etc. Mais j'en suis archi fier, comme on le disait en début d'émission, parce qu'il n'y a que sur Click où on peut retrouver ce type de contenu de programme. 55 minutes sur Jojo Bizarre. Ah ouais, frère, tu proposes ça à une autre chaîne télé, ils pètent les plombs, ils disent non, ça c'est un truc de niche, non, ça va parler à personne, etc. On s'en fout, justement, nous on est là pour parler aux gens qui se sentent pas reconnus et vraiment représentés dans d'autres chaînes, tu vois. Donc, Jojo Bizarre, John Carpenter, GTA. Tu vois, c'est kiffant. Là, on a fait Slam Dunk, qui est un manga et un animé qui est culte, mais qui n'est pas forcément le truc le plus connu au monde. On va faire Jackie Chan. Donc ça, c'est plus mainstream, on va dire, mais 1 heure sur Jackie Chan, c'est un kiff. John Woo, tu vois, on a fait John Woo, réalisateur de légende. Et tout ce que je garderai jusqu'à la fin de ma carrière, qui, j'espère, va encore durer, c'est être moi-même. Ça, j'y tiens. Et j'ai déjà refusé des trucs, tu vois, où on me demandait de jouer un rôle, de jouer un personnage. Un personnage qui ne te correspond pas, de surcroît. Non, ça me va pas. Encore, je pense que jouer un personnage, ça peut le faire, mais si ça colle un petit peu, c'est OK. Moi, j'arriverai pas. Je peux travailler dans une ligne conductrice qui n'est pas forcément ma zone de confort. Et je l'ai déjà fait, tu vois. Quand je vais sur les pigeons, encore une fois, moi, à la base, je parle de cinéma, de jeux vidéo et de musique, tu vois, avant les pigeons. Donc, c'est pas du tout ça. Donc, je suis sorti de ma zone de confort. J'ai travaillé, voilà. Je peux sortir de ça, tu vois. Je fais d'autres trucs à côté de tout ça, à côté de ce qui est visible. Je fais des trucs aussi dans l'invisible où c'est pas ma zone de confort. C'est pas forcément être quelqu'un d'autre, tu vois. C'est pas forcément jouer un rôle, mais c'est de sortir du truc. Mais ça reste moi-même. C'est-à-dire que je suis composé de multiples identités, mais jouer un rôle et ne pas être moi, je le ferai jamais. Voilà, c'est pour ça que, tu vois, j'ai jamais... Moi, tu vois... C'est vrai qu'on en revient un peu à la même chose, à la même conclusion. Zéro calcul, je parle avec le cœur, je marche au feeling. J'ai eu des super propositions parfois dans ma vie. Le feeling n'est pas passé avec les gens. Je me sentais pas. Tu vois, franchement, tu vois, je me sentais pas d'aller faire telle ou telle émission. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour moi, le feeling, il y a un truc, j'y vais pas. Pourtant, c'était beaucoup d'argent, tu vois. Et ça s'est révélé vrai, des fois ? Tout le temps. Après, il y a des émissions qui marchent très bien encore aujourd'hui et tout, mais j'ai pas ma place. Ok. Tu vois, j'aurais pas été à ma place. Ok, je comprends. C'est-à-dire que, moi, encore une fois... on peut aussi se tromper. Évidemment, on peut se tromper. Tu vois, on peut se tromper. Mais quand, en toi, tu sais que c'est pas pour toi... Ok, ouais. Voilà. Tu vas pas te forcer. Mais est-ce que je me suis déjà trompé dans des choix que j'ai fait en termes de carrière, en tout cas par rapport à moi? Ça veut pas dire que les émissions ne marchent pas ou elles n'ont pas marché, hein, non, tu vois. on s'entend. Mais j'estime ne pas avoir fait de faux pas par rapport à me trahir moi-même. Quand j'entends on peut se tromper, c'est souvent, bien sûr, dès qu'on avance un petit peu dans la vie et surtout dès qu'on acquiert de l'expérience. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué personnellement et je peux tout à fait me tromper, tu vois, également en ayant ces paroles. C'est que j'ai l'impression que des personnes, dès qu'elles sont dans un... Et je parle pas de toi, je parle de manière générale. Hein, des personnes, dès qu'elles sont dans un milieu et qu'elles commencent à avoir, quel que soit le milieu, qu'elles commencent à avoir de l'expérience, forcément, cette expérience réduit ta marge d'erreur parce que tu commences à prendre du recul, à avoir rencontré différentes situations, à savoir comment gérer, deal ça. Mais à l'inverse, tu as aussi l'effet pervers tellement tu as de l'expérience, tu penses un peu quasi tout savoir, du coup tu passes à côté de choses, car ton jugement primaire va te dire non, sans que tu te rendes compte de ce que tu rates. Et ça, c'est terrible. Et moi, dans tous les thèmes, c'est quelque chose que j'ai observé. Non, c'est pour ça qu'il faut bien cogiter. Mais tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi et je rebondis. Et toi, tu es aussi ce cas-là dans le sens où toi, tu es sorti de ta zone de confort. Ce que je te disais tout à l'heure en antenne, tu vois, on parlait de ça et c'est pour ça que je suis content d'être ici avec toi. Parce que pour moi aussi, tu es la preuve d'une génération. On va dire, tu as gagné ta popularité sur quelque chose et au final, tu es sorti de ça pour continuer dans un domaine où là, qui te faisait vibrer, je pense. Et ça, c'est super respectable et louable parce que, merci beaucoup. Je te le dis vraiment, et pour moi, tu es représentatif de toute cette génération de jeunes mecs et nanas qui, voilà, ok, on a eu un coup de projecteur ou on a pété avec tel secteur, mais attention, si tu restes là-dedans, ça peut être dangereux, tu vois, tu peux t'enfermer, il faut savoir rebondir, il faut savoir cogiter, il faut savoir aussi mettre à profit ce qu'on a envie de faire, mais aussi travailler. Et parce que les gens ne se rendent pas compte, mais l'interview, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Moi, quand j'ai commencé le taf, les interviews, j'aimais pas du tout. Ah ouais ?
Je voulais pas faire d'interview. Quand moi j'avais design Zach en Olive où j'étais avec Lipsia à l'époque, je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir un petit format comme ça avec une personne où on peut à la fois parler d'elle mais aussi d'actu. Donc c'est-à-dire tu mêles son parcours et son avis, tu vois, c'est plutôt intéressant. En plus tu fais ça sur une durée plus longue alors que sur les formats de 10, 15, 20 minutes, elle est forcément plus restreinte donc tu vas moins au fond des choses. Enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et c'est vrai et aussi parce que j'avais beaucoup le talk show et quand j'étais arrivé avec Lipsia il y a 2 ans, moi j'étais le gars qui venait, qui avait une chaîne YouTube qui était correcte mais je faisais surtout des vidéos Call of Duty, tu vois. Donc cette partie un peu plus talk show où je pouvais avoir un peu plus de l'expression d'idées et de trucs, bah, c'était une facette que les gens ne connaissaient pas forcément de moi. La saison l'année dernière de Zach en Roue Libre, je la considérais bonne, mais un peu comme dans ton émission dans la légende, je trouve celle-ci encore meilleure. Et on me fait des remarques, par exemple, après celle avec Bob Lennon, il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit cette saison, t'es un peu mieux, tu laisses un peu plus la place à l'invité, t'as corrigé certains de tes défauts et j'en suis content que ça se voit parce que j'ai fait un travail dessus. Donc, ouais, c'est vrai que, comme tu dis, je suis content. J'aime bien faire des interviews. Tu peux l'être, hein. Franchement, tu peux l'être. Hein. C'est quelque chose de vraiment de respectable. Parce que, encore une fois, c'est le travail. Et moi, je respecte le travail de toute personne. C'est-à-dire qu'une personne qui, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, que ce soit à la télé, etc., à partir du moment où la personne a travail, et même si parfois, j'aime pas le contenu, tu vois, ça, c'est mon avis, j'aime pas, mais quand il y a du travail, je respecte. Je respecte. Bon, là, il s'avère que j'aime bien. Et tu vois, moi, là, je me suis lancé sur Twitch il n'y a pas longtemps. Yes. Mais c'est pareil, c'est parce que j'aime voir ce qui se passe ailleurs, tu vois. Toucher Et à tout. Voilà, et je vois que c'est un monde à part, Twitch. C'est un monde à Ah, part. bien sûr, c'est Tu vois, totalement. la communauté sur Twitch, elle est complètement différente. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est complètement différent. Et c'est kiffant de voir qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde, en vrai. Il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les communautés. Et je te disais, tu vois, pour moi, tu es représentatif d'une génération de mecs qui bossent et qui ont su aussi se diversifier. A contrario, il y a des gens qui veulent pas bosser, mais qui veulent juste la fame, tu vois, qui veulent juste Ils veulent juste croquer dans le être gâteau. connus. Ça, les mecs, arrêtez. Arrêtez. Ça ne sert à rien d'être connu pour être connu. Après, c'est un phénomène de télé-réalité aussi complètement dégueulasse, quoi. C'est le truc le plus pervers et narcissique qui est. Au-delà d'être connus, Et, ils veulent un certain mode de vie, je pense. Ouais, mais je crois qu'il y a un certain mode de vie, mais il y a aussi le fait juste d'être connu. Tu vois, le fait d'être connu, c'est pas une reconnaissance en soi. C'est pas ça qui est important. Mec, si t'es connu parce que t'as mis une tarte à une petite vieille dans la rue, c'est honteux. Tu vois ce que je veux dire? Sois connu pour tes actions. Mais c'est pas, si ton but déjà, c'est juste d'être connu, ça sert à rien. Déjà, mets du cœur dans ce que tu veux faire à toi, trouve ce que tu veux faire. C'est aussi pour ça que moi, personnellement, je suis pas d'accord avec la doctrine qui dit que même un bad buzz, c'est un bon buzz. Non, Moi, je suis pas d'accord avec cette doctrine-là, mais ça, c'est un peu un autre débat. En très rapide, avant de finir, parce que juste après, je devais prendre mon train. Il est dans 1 heure, là, à peu près. Des projets à venir? Bah ouais, beaucoup de projets. Là, on taffe. J'ai une société avec mon associé où on taffe sur beaucoup de documentaires, et notamment un documentaire à 52 minutes sur les sneakers, sur l'histoire de la sneakers en France. Lourd. Donc on a pas mal de belles choses dedans, des gens, des basketteurs, des créateurs. On a plein de choses, mais aussi des passionnés. Et donc là, on est en plein dedans. Tous les samedis dans la légende sur Click. On a d'autres documentaires qui arrivent, jeux vidéo et manga. Et puis l'emmerdeur toujours. Et je vais essayer d'être régulier et sur l'emmerdeur, mais aussi sur Twitch. Et après, en télé, cette année, je me concentre uniquement sur Click. Parce que franchement, comment je kiffe. Mais vraiment, la préparation de mes émissions, faire l'émission... j'allais dire voir l'émission, mais non, je les regarde pas. Qu'elle soit diffusée, puis après, donner voilà, le replay. le retour des gens et tout, tu vois, on commence à avoir notre public et tout. C'est cool, c'est vraiment cool. Et puis voilà, Click, c'est en moi, j'y suis depuis le début, tu vois, avant la chaîne, avant le site, j'y suis depuis la première émission, c'est un truc, petite anecdote, tu vois. Click, quand Bouloud cherchait le nom et tout, à la base, ça n'allait même pas s'appeler Click. Le premier truc auquel il a pensé, on s'est tapé des barres, c'était en bande organisée. Donc tu vois, je le dis, personne ne le sait. En bande organisée. Donc tu vois, je me rappelle encore, c'était un jour d'été, on était en train de se promener et tout. Et quand il m'a dit ça, j'étais cuit. Donc voilà, non mais Click, c'est mon ADN, c'est ma famille, enfin vraiment, tu vois, au-delà de ça, il y a quelque chose qui touche au sentimental et voilà. Et sinon, ouais, non. Après, moi je travaille également aux États-Unis pour d'autres choses. Donc, j'ai une vie un peu chargée. Je suis toujours à l'écoute des nouveaux projets. Quand il y a un truc qui me passionne, bah, j'y vais. Mais
Faut vraiment que ça me passionne. Ouais. Voilà. Pour pouvoir Et- dégager le peu de temps qui te C'est ça, reste. c'est ça. Mais ouais, il y a des trucs vraiment très très cool qui arrivent. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin. Ouais, bah, j'espère que ça n'a pas été trop long. Non, pour c'était les archi gens, cool. hein. Franchement, même moi, je suis très satisfait de cette émission. Ça va faire à peu près 1h40 qu'on est là. Donc, j'ai passé un bon moment. On a pu aborder pas mal de choses, pas tout. Il me manque un truc. Mais C'était quoi juste le truc C'était. curieux. Ah, c'était par rapport à Mouloud en plus. Ah. Mais en fait, on l'avait déjà un petit peu abordé vis-à-vis du fait qu'il t'a fait confiance avant. Tu Bien vois, sûr. donc, je t'avais dit, bref, on a pu parler de pas mal de choses. Je te remercie encore une fois, Merci à toi. Abdel, Ouais. d'être venu. Ça me fait plaisir. J'espère également sur Twitch que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, c'était archi lourd. On se retrouve la semaine prochaine avec messieurs Chips et Noix. Et pour ma part, je vous laisse avec la suite des programmes sur le sweep. Tout de suite, le récap week-end. À bientôt.